Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, vous êtes en train d'arriver progressivement parce qu'il y avait des personnes en salle d'attente et des personnes qui arrivaient avec le lien direct. Donc, je vais attendre juste une petite minute que tout le monde se joigne à nous. Alors donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup de participer aujourd'hui à notre 10e webinaire. Je crois que c'est le 10e aujourd'hui, donc on est ravis que vous soyez parmi nous. En ce mardi de retour de congé pour certains, il y a certains qui sont encore en congé, donc c'est un webinaire un petit peu particulier qui est un petit peu partiellement en vacances scolaires. Dans tous les cas, comme tous les autres webinaires, sachez qu'il sera enregistré et qu'il sera disponible ensuite en replay sur notre chaîne YouTube à vélo. Donc, si vous n'avez pas l'opportunité de le suivre en direct, si vous avez l'opportunité de suivre qu'une partie, vous pourrez dans tous les cas le retrouver ultérieurement sur notre chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup. Et donc, on est aujourd'hui ensemble pour parler du service location longue durée. Donc, on est ensemble pour 2 heures. On aura différents intervenants que je vais vous présenter un tout petit peu après. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On prendra les questions à la fin de chaque intervention. De manière à pouvoir voilà, avoir des réactions un petit peu au fil de l'eau. Et comme on a un planning quand même assez dense, voilà, on prendra que quelques questions à chaque fois et on prendra toutes les questions en fin de webinaire. Donc voilà, vous pouvez poser toutes les questions, on y répondra. Donc au sommaire aujourd'hui, on va avoir une première partie avec Monsieur Gwendal Carabeuf et Madame Pauline Chocteau qui vont nous parler tour à tour de leur expertise sur la location longue durée. Donc d'abord une première partie de la part de Gwendal de Indigo qui nous parlera donc des objectifs, des enjeux, des différentes modalités de mise en place également pour les services de location longue durée. Et ensuite, nous aurons donc un petit peu les impacts, les retombées et l'après mise en place, on va dire, d'un point de vue usager. Dans une deuxième partie, on aura ensuite 2 différents retours d'expérience avec des, voilà, des historiques, des modalités de mise en place un petit peu différentes, vous le verrez avec nous. Donc le premier retour d'expérience, ce sera la communauté d'agglomération du Niortais, donc avec Antoine Poiblot. Et le deuxième retour d'expérience sera la commune de Mérignac, donc avec Sophie Pelé. Donc voilà, qui vous partageront l'un comme l'autre comment ils ont réussi à mettre en place des services de location longue durée. Je vais laisser la parole pour une brève introduction du sujet aussi avec Paul, avant de laisser la parole à nos intervenants externes. Merci. Dans le cadre de toute politique cyclable complète, il est nécessaire de développer les services associés pour notamment faciliter le report modal de la voiture individuelle vers le vélo. Un des services phares à ce titre est la location longue durée. En effet, elle offre la possibilité de tester le vélo comme solution de mobilité au quotidien, sans engagement. On retrouve ici l'intérêt de l'essai comme levier pour favoriser le changement de comportement. C'est également un moment important qui permet d'atteindre les potentiels cyclistes. C'est donc possible de fournir conjointement les conseils qui leur manquent pour se lancer dans la pratique, par exemple en matière d'intermodalité ou encore d'équipement, tout simplement. Ouvrir un service de location longue durée nécessite de répondre à plusieurs questions en termes de portage, de définition des critères de l'offre, de définition de l'objectif poursuivi notamment. Donc, je vous propose de passer la main à Gwendal qui va vous présenter les différents points clés à avoir en tête pour créer un service de location longue durée. Merci à toutes et à tous. Merci pour cette introduction. Effectivement, donc on va voir ensemble un aperçu un peu sous différents angles des services de location longue durée de vélo. Et pour ça, en fait, on va avancer sur la présentation, du coup, avec une présentation en 4 parties.
On va revoir un peu comment est-ce qu'on dimensionne son parc de location de vélo, quelles sont les offres qu'on peut proposer, les formules de location. Après, on va voir un petit peu les modes de gestion, la contractualisation du service, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour déléguer ou pour confier la gestion à éventuellement un prestataire extérieur. Et puis enfin, il y a une petite évolution, ce ne sera pas l'exploitation de service, ce sera plutôt l'analyse en territoire peu dense qu'on verra pour terminer ce petit moment ensemble. Donc, premier élément de lecture, bah, c'est déjà comment se situe le niveau d'offre en France aujourd'hui. Pour ça, on a deux cartes, deux clés de lecture. La première à gauche, c'est une carte de l'offre qu'on avait recensée en 2020 en France, donc dans le cadre d'une mission pour l'ADEME sur les services vélo en France. Et on avait comme ça pu cartographier, à la suite d'une recherche quasi exhaustive, l'offre de services de location longue durée de vélo en France dans toutes les régions françaises. Et puis à droite, on a une deuxième clé de lecture qui est un peu plus récente, mais qui est un peu moins exhaustive. C'est le rapport du vélo public qui a été fait en 2023. Et le parti pris de cette carte, c'était aussi de présenter de manière un peu différente, cette fois-ci sous forme de densité d'offres, donc de nombre de vélos pour 10 000 habitants, de faire apparaître voilà, des services sous un angle un petit peu différent de densité d'offres. Donc on voit ici apparaître par exemple à gauche, Saint-Nazaire, avec une très grosse densité d'offres de location de vélos par habitant. Et donc voilà une sorte de grand écart entre de- des parcs plus ou moins denses en fonction des territoires. Et effectivement, donc c'est ce qu'on va voir après au niveau du dimensionnement. On a plusieurs clés de lecture. Donc on peut le voir sur le diapo d'après, que on a effectivement fait des découpages, des analyses en fonction des tailles de territoire. Donc ici, par exemple, sur le graphe qu'on a à droite, on a donc en ligne les tailles de territoire, donc en habitants, supérieurs à 500 000 habitants, entre 250 et 500 000 habitants, entre 100 et 250 000. Donc ça, c'est les lignes qu'on a en fonction des tailles de territoire. Et après, on a deux couleurs de lecture. La première, c'est en vert foncé, c'est donc l'analyse la plus récente du niveau d'offre. Et puis en vert clair, ça va être les analyses qui avaient été faites en 2019. Donc première lecture, on va lire ce qui se passe en vert clair, c'était ce qui se passait il y a 5-6 ans. En fait, on avait des différences qui étaient très marquées en fonction des types de territoires. Dans les grandes métropoles, on avait un niveau d'offre qui n'était pas très élevé, donc la ligne 500 000, et puis le petit barreau vert clair, hein, inférieur à 10 000 à 10 euros pour 10 000 habitants. Et puis avec des grands écarts, par contre, avec les métropoles intermédiaires, c'est le bâton qu'on voit en vert clair qui va à 65 vélos pour 10 000 habitants, qui s'expliquait notamment par des très gros parcs. On avait à l'époque Grenoble, par exemple, qui avait un très gros niveau d'offre. Et donc, c'était ce qui faisait grimper un peu ses scores. Et puis après, petit à petit, quand on descendait sur des territoires de taille de plus en plus petite, on avait un niveau d'offre un petit peu moins élevé. Donc voilà, on avait en vert clair quelque chose des différences assez marquées en fonction des tailles de territoire. Et puis, mise à jour de cette étude en 2022, on voit cette fois-ci apparaître finalement un rééquilibrage des parcs. Donc les très grosses métropoles ont augmenté leur niveau d'offre. Les métropoles de 250 à 500 000, il y en a d'autres qui se sont mises à proposer des services, donc finalement la densité a baissé. Et puis on voit les petits territoires tout en bas, les Comcom plutôt, hein, inférieurs à 20 000 habitants, qui elles ont augmenté leur niveau d'offre pour remonter le niveau et plus ou moins se stabiliser autour de 30 vélos pour 10 000 habitants. Donc finalement, on a aujourd'hui un resserrement, ou en tout cas un estompage des différences de niveau d'offre, pour que tout ça se situe finalement entre 20 et 30 vélos pour 10 000 habitants en termes de taille de parc. Après, dans ce parc, en fait, on va trouver différents types de vélos. Déjà, les premiers chiffres qui sont à gauche, j'aurais dû les mettre en gras, mais le vélo assistance électrique, c'est le vélo majoritaire. On a 58% du parc aujourd'hui de vélos proposés en location qui est électrique. On a encore 40% du parc qui est en vélo mécanique. Donc ça s'explique notamment par il y a encore des très gros services qui ont des parcs de vélos mécaniques. Il y a Tours, par exemple, Tours Métropole, Grenoble, toujours. Après, on a des parcs aussi qui sont proposés aux étudiants, aux communautés étudiantes, qui sont aussi basés essentiellement sur des vélos mécaniques.
Donc on a encore, on va dire, des vélos mécaniques qui sont encore présents en force. Et puis après, ce qu'on a voulu analyser, c'était un peu ces vélos spéciaux. Donc c'est ce qu'on a à droite ici dans le graphe. Et en fait, on voit apparaître ici une grande diversité de types de vélos spéciaux. Donc on a les vélos pliants qui sont encore les plus représentés, 23% en bleu clair. On a les vélos enfants. On a des vélos allongés, des triporteurs, des biporteurs. Et donc comme ça, on se retrouve finalement avec une diversité d'offres qui est quand même assez importante. On retrouve encore peu de vélos adaptés, on voit 1%. C'est une part qui est quand même relativement faible. Mais en tout cas, on voit voilà, c'est qu'il y a un petit terrain de jeu aujourd'hui à droite qui peut être travaillé par les territoires sur la diversification du parc. Ce qu'on avait aussi vu, c'était que la part du vélo pliant était en régression progressivement. Voilà, d'année en année, la part du vélo pliant régresse, notamment à cause probablement de la trottinette électrique, qui finalement répond à une partie de ses usages, en tout cas du point de vue des usagers. Et par contre, on voit effectivement apparaître de plus en plus de vélos adaptés, de vélos rallongés, qui sont quand même aujourd'hui très attendus par la population. Donc voilà, petite évolution aussi dans dans ces 2% de vélos proposés en location qui évoluent. Voilà, et puis bah, après, le VAE qui progresse, ça, c'était effectivement sous-jacent à tout ça. Après, ce qu'on s'est amusé à faire aussi, c'était de voir si en fait cette diversification des parcs, elle variait en fonction de la taille du territoire. Donc, même chose sur ce graphe à droite, on retrouve nos fameux types de territoires par tranche de population. Donc, du plus petit, on va dire des communautés de communes qui sont en bas, aux métropoles, grandes métropoles qui sont tout en haut. Et finalement, ce qu'on avait fait apparaître, c'était que c'était sur plutôt des agglomérations ou des métropoles, des petites métropoles, qu'on avait finalement la plus grande diversité de parcs de vélo en location qui étaient proposés. Et puis qu'en fait, les petits territoires, eux, avaient finalement un nombre de vélos proposés à la location qui était plus restreint. Voilà, ça s'expliquait aussi possiblement par la difficulté que ça génère, d'avoir plusieurs types de vélos en gestion. Ça veut dire plusieurs éventuellement contrats avec des prestataires ou gestion de parc, enfin de pièces détachées. Après, on va avancer sur les offres de location pour y voir un peu plus clair. Première chose qu'on va voir, c'est notamment le fait de renouveler la location ou pas. Paul, comme tu l'avais dit, le VAE, enfin, les services de location, c'est une manière de faire tester les vélos. Donc, dans ce cas-là, on va être éventuellement sur des offres non renouvelables. Mais après, les services de location longue durée de vélo, c'est aussi des locations qui sont renouvelables. Il y a quand même encore des services qui proposent de la location renouvelable ou qui se créent, mais sur de la location renouvelable. Et donc, c'est une question quand même à se poser au démarrage. C'est de savoir si effectivement ce service va être ouvert au renouvellement dans le but de développer éventuellement un parc, mais ça, on va le voir juste après. Autre question à se poser quand on se pose la question du type de renouvelable ou pas, on va le voir juste après, c'est ce qui va se passer sur la tarification. On peut passer à la diapo du coup. Puisqu'en fait, on a ici deux grilles tarifaires qui sont un petit peu différentes. Euh, à gauche, on a des tarifs de location. Je ne sais pas si on peut zoomer. D'habitude, je zoome un petit peu pour montrer en détail, mais voilà, super. Où en fait, on voit que plus on va louer le vélo sur une durée longue, et plus finalement la location va nous coûter cher. Euh, voilà, on a donc cette notion de progressivité qui apparaît dans les tarifs. Et si on regarde à droite, par exemple, pour le tarif Vélila, on voit que cette fois-ci, on a un tarif qui est dégressif. Plus on loue longtemps le vélo et moins ça va nous coûter cher. Et donc, si on passe sur la diapo d'après, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est plutôt est-ce qu'on veut fidéliser des usagers, donc dans ce cas-là avec un tarif dégressif, ou finalement, est-ce qu'on veut que les usagers essayent le service et à un moment se disent, bon, bah, je vais acheter mon vélo, ça me plaît, en plus ça commence à me coûter de plus en plus cher la location, donc je vais quitter le service pour aller acheter mon vélo. Donc voilà, ça c'est les petites questions à se poser quand on construit sa grille tarifaire, c'est de savoir si on veut fidéliser un usager, donc avec un tarif dégressif, ou ne pas le fidéliser, dans ce cas-là avec un tarif progressif.
Autre conséquence par rapport à ce choix du renouvelable ou pas, c'est qu'en fait, on va se retrouver avec une demande qui va évoluer. Donc j'ai mis deux exemples, hein. Le premier, c'est si on est sur un service dont l'objectif est de faire tester le VAE, et donc de ne pas pouvoir renouveler dans le temps sa location, on va se retrouver avec l'exemple ici de ce qui se passe sur le service à Quimperlé, par exemple, où en fait la liste d'attente, elle a progressivement, en quelques années, elle a disparu sur le service. Au début, on avait une très forte attente pour bénéficier du service, et puis petit à petit, les gens ont testé, enfin ceux qui voulaient tester ont testé, et puis finalement, le service a répondu à cette demande, et puis petit à petit, n'a plus d'autres demandes, puisque tous ceux qui avaient eu envie d'essayer ont testé. Ils ne pouvaient pas renouveler leur location, donc finalement, le service, petit à petit, n'a plus enregistré de liste d'attente. En bas, on a un cas qui est un peu différent, c'est ce qui se passe à Grenoble, où en fait, cette fois-ci, l'objectif, c'est de mettre en circulation des vélos sur un territoire de plus en plus important. Et donc, on voit plutôt ici, cette fois-ci, la taille du parc de vélos en location qui s'adapte à la demande, qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente, jusqu'à atteindre un certain plafond de vélos en circulation, autour de 10 000. Et puis des vélos qui sont, quand on arrive à Grenoble, on voit des vélos partout, parce qu'en fait, les vélos sont loués, reloués, renouvelés. Et donc, c'est plutôt l'exploitant qui a adapté, ou la collectivité qui a adapté la taille du parc pour maintenir une demande assez forte. Après, ce qu'on va voir ensuite, c'est finalement quelles sont les attentes des usagers par rapport à ça. Et effectivement, on va retrouver des éléments d'enquête qu'on avait fait auprès des usagers. Et les deux premières choses, les deux premiers éléments qu'on a, c'est un parc diversifié, qui était très fortement demandé, et puis le renouvellement de la location, qui était aussi un élément qui était attendu par les usagers. Voilà. Euh, Après, si on enchaîne toujours sur la façon de mieux comprendre son service, on va passer à la contractualisation. Bon, là-dessus, c'est une illustration assez théorique du choix d'un mode de gestion, finalement par rapport aux besoins sur un territoire. Quand on crée un service et qu'on n'a aucune idée de la demande, on va plutôt demander à la collectivité d'assumer le risque, donc sous forme de régie ou alors avec un marché d'exploitation confié à quelqu'un. Et puis après, finalement, quand on a une première photographie de la demande sur un territoire, on va pouvoir réfléchir à d'autres modes de gestion, DSP, ou éventuellement à la fin quitter la gestion d'un service et puis laisser le secteur privé gérer l'allocation de vélos. Et donc, on a comme ça une sorte d'illustration du retrait progressif de la collectivité si il y a un besoin qui est établi sur un territoire. Après, il y a une autre lecture dans la diapo d'après, c'est finalement ce qui s'est passé dans le temps, hein, par rapport au service. Et on a finalement deux lectures, toujours pareil, ADEME en haut et puis rapport du vélo public en bas. Finalement, on retrouve plein de modes de gestion différents sur les services de VLD. La régie est toujours en force, hein, et c'est le mode dominant aujourd'hui des services, notamment grâce à tous les petits services qu'on a dans les communautés de communes. Et puis on a quand même aussi un partenariat avec un acteur privé, des marchés d'exploitation qui sont quand même assez répandus. Euh, on a aussi la délégation intégrée au service de transport en commun, qui est aussi un mode qui est très répandu. Donc voilà, des modes de gestion assez diversifiés avec une dominance quand même côté la régie, après DSP, TC et puis le marché spécifique. Enfin, pour finir, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport au territoire peu dense? Déjà, au niveau de l'usage des vélos qui sont proposés en location, on a quand même comment dire, un usage qui est toujours contrasté. On voit que quelles que soient les tailles de territoire, on a quand même plusieurs façons différentes d'utiliser le vélo. Donc le vert clair, on va dire que c'est une utilisation très forte, très au quotidien du vélo. Et puis le vert foncé, c'est une utilisation un peu plus rare du vélo. Et donc en fait, quelles que soient les tailles de territoire, on voit que les usagers se répartissent sur différents niveaux d'utilisation. Et puis après, quand même, quand on regarde un peu plus dans le détail, on va voir que l'usage au quotidien, entre les grands centres urbains et puis l'habitat rural, il baisse petit à petit.
il s'estompe. Et puis on voit apparaître en revanche un usage un peu plus occasionnel, de plus en plus important sur des territoires un peu moins urbanisés. Donc il y a quand même voilà, ce niveau de progressivité dans l'usage, de baisse de l'usage au quotidien qu'on avait réussi à montrer aussi. Et après, dernière photographie qu'on peut faire, toujours par rapport aux différents types de territoires, c'est l'impact sur la démotorisation. Euh, et donc, on a ici, alors par contre, le classement à droite, il est moins propre. C'est pas tout à fait organisé de la bonne manière, mais on a, quel que soit le type de territoire, un impact sur la démotorisation, sur la baisse de l'usage de la voiture, qui est marqué, hein, quels que soient les territoires. En revanche, aller jusqu'à se séparer d'une voiture ou renoncer à l'achat d'une voiture, et ben, ça va être le cas sur des territoires effectivement plus denses et puis sur vraiment de l'habitat rural très dispersé, en milieu rural très, très marqué. Là, cette fois-ci, on n'ira pas jusqu'à la démotorisation, mais quand même, voilà, sur les autres territoires, on a quand même parmi les usagers une baisse marquée et une démotorisation non négligeable. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui comme photographie des services de location de durée de vélo. Merci beaucoup pour cette intervention. Je crois qu'on est un peu en avance sur le planning. Donc, éventuellement, s'il y a des questions de suite. Oui, je vois qu'il y a une question dans l'onglet QR de la part de Alice. La participation employeur de 50% n'est-elle pas possible pour des abonnements non renouvelables? Alors, elle est applicable. En fait, le texte précise que la participation employeur est obligatoire pour des services publics de location de vélo. Et en l'occurrence, même si la location n'est pas renouvelable, il s'agit bien d'un service public de location de vélo. Donc la participation employeur s'applique durant la durée de l'abonnement. Ça peut être 3 mois, 6 mois, 9 mois, ça fonctionne. Et elle est obligatoire aussi. Et d'ailleurs, Merci. je ne l'ai pas présenté, mais quand les exploitants communiquent sur leurs services, parfois ils communiquent sur le tarif après réduction employeur. Par exemple, à partir de 17,50 €, à partir de 19 €, avec un gros 19 € et pas un 38 en l'occurrence. Merci beaucoup. Bah, du coup, je propose à Pauline de prendre la suite. Elle va nous présenter le retour d'expérience du service Goodwatt. Oui, tout à fait, merci. En effet, donc dans le cadre de ce webinaire, moi je vous propose de faire un zoom sur un dispositif qui a été financé, par les certificats d'économie d'énergie également, qui s'appelle Goodwatt et donc qui est porté toujours, hein, qui existe toujours, mais du coup, sous d'autres modalités, qui est porté par Mobilité Demain. Donc voilà, l'idée là, c'est vraiment d'être sur un focus d'accompagnement au changement de comportement. Donc voilà, on peut passer à la slide suivante juste pour recontextualiser, voilà, qui est Mobilité Demain et comment ça s'articule. Donc en fait, c'est une structure qui s'est créée autour de cet appel à projet, hein, qui a du coup bénéficié de 7 millions d'euros de subventions sous la forme des C2E pour pouvoir développer l'usage du vélo et donc générer du report modal avec donc comme cible les employeurs qui soient privés ou publics. Mais finalement, ce qui nous a intéressé nous aussi, c'est le retour d'expérience des usagers à travers cette expérimentation. Et donc depuis janvier 2024, eh bien les financements se sont arrêtés, mais nous, on a continué nos activités. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante également. Pour juste vous montrer, donc ça, ce sont nos nos jolis visages, donc notre équipe. Surtout cette slide pour voilà, vous présenter notre implantation territoriale, puisque finalement ce dispositif, hein, il a ciblé, vous le verrez dans le détail après, mais 350 employeurs et jusqu'à 6000 usagers sur l'ensemble du territoire national métropolitain, voilà, avec des référents territoriaux pour aussi voilà, tisser du lien et connaître les enjeux de chaque territoire qui sont divers et variés. Et donc voilà. Donc dans la slide suivante, voilà, donc le bilan de l'expérimentation Goodwatt. En quelques mots quand même, qu'est-ce que le programme Goodwatt? Donc je le disais avant, 7 millions hein, de subventions sous format C2E. Un comité de pilotage donc, constitué par l'ADEME, le ministère de la Transition écologique et le CEREMA, avec des objectifs ambitieux et qu'on a atteints donc, sur ces 3 années de subvention.
Donc 350 déploiements de 20 vélos à essence électrique. Et donc Goodwatt s'articule autour de plusieurs axes. Ce dispositif d'accompagnement au changement. Donc sur la slide suivante, le premier axe, donc sur l'expérimentation, qui a vraiment pour objectif de proposer un accompagnement complet à la fois que ce soit sur des vélos assistance électrique qui soient tout équipés, mis à disposition gratuitement pendant 1 mois, que ce soit pour des trajets professionnels et personnels. Évidemment, l'assistance et l'assurance inclus pour chaque vélo. Une plateforme en ligne pour gérer les différentes étapes, que ce soit sur la sensibilisation, les inscriptions et ensuite l'attribution du vélo, donc aussi avec un regard sur le suivi d'utilisation de la flotte. À noter que pour avoir toutes les remontées statistiques, donc nous, on a pris le parti de doter nos vélos de traceurs. GPS, donc à la fois pour lutter contre le vol, c'est très pratique, mais j'ai envie de dire aussi pour faire la remontée de données et donc venir traduire finalement tout ce que cette pratique est faite par les différents usagers voilà, est venue se traduire à la fois en termes d'impact, que ce soit RSE, etc., mais aussi pour croiser sur des données plus qualitatives. Le second pilier de ce dispositif, c'est la partie accompagnement sur la formation, donc plusieurs niveaux, une mise à disposition d'une application mobile par personne qui testait le vélo assistance électrique, de manière à l'encourager dans sa pratique, lui donner accès à du contenu, que ce soit sous forme de FAQ, mais aussi pour pouvoir suivre sa pratique et donc mesurer l'impact de ses déplacements. Donc typiquement, nous, on a ajusté nos indicateurs en fonction du mode de déplacement déclaré avant l'expérimentation. Donc quelqu'un qui prend la voiture déclare qu'il prenait la voiture. Et ensuite, on vient lui montrer l'impact qu'il a sur le bilan carbone, mais aussi son impact financier, son impact en termes d'efforts physiques, etc. Donc à travers l'application. On leur mettait aussi à disposition une formation donc numérique, format e-learning, pour refaire un petit code de la route, version vue et pareil pour le cycliste, et enfin une formation pratique le jour de la remise du vélo avec des moniteurs agréés, donc avec le partenariat qu'on a pu tisser avec l'ensemble des associations vélo sur chaque ville. Et enfin, la mesure d'impact, donc nos fameux bilans et retours d'expérience, donc à la fois pour le bénéficiaire, mais aussi pour l'employeur qui a souhaité déployer la solution au sein de sa structure. Et enfin, une enquête d'impact à plus 6 mois pour mesurer aussi, on va dire à moyen terme, les retombées suite à l'expérimentation de vélo. Donc slide suivante. Les premiers chiffres, donc tous les chiffres que je vous présente, vous pouvez les retrouver sur notre livre blanc. Là, c'est une synthèse, mais voilà, on a rédigé un livre blanc qui relate tout ça. Donc si vous voulez vous l'approprier, vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc l'idée, voilà, c'est de vous donner une vue d'ensemble. Donc on a quasiment comptabilisé 1 million de kilomètres réalisés par les participants et participantes du dispositif, donc 6 000 salariés testeurs ou testeuses. On a été présent dans 73 villes en France et avec donc plusieurs bénéfices mesurés, mais donc en moyenne, pendant 1 mois, un salarié qui testait le vélo à assistance électrique économisait 63 € par rapport à son ancien mode de transport, réalisait 35% de son activité mensuelle recommandée par l'OMS. Et au global, on a généré 70 tonnes de CO2 économisées. Enfin, on a économisé plutôt que généré d'ailleurs. C'est mieux dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, slide suivante. Sur la partie participants et participants, donc un zoom également qu'on vous propose. Donc sur la partie sensibilisation, donc là c'est en amont du test, puisqu'on avait vraiment cette première étape qui était déjà d'aller chercher des automobilistes du quotidien. C'est vraiment la mission principale de Goodwatt. Et donc, pour aller chercher des autosolistes du quotidien, on a mis à disposition des outils de communication numérique pour leur donner des informations sur qu'est-ce que c'est se déplacer à vélo assistance électrique, des vidéos de témoignages de personnes qui étaient passées déjà 2-3 ans avec des particularités qui leur étaient bien spécifiques, de manière à venir les chercher et leur donner envie de pouvoir faire ce test. Donc on en a eu 21 500 sensibilisés, 6 000 personnes participantes. Sur ces participants et participantes, on a comptabilisé 75% des automobilistes. Donc vraiment, voilà, mission remplie pour Goodwatt, vraiment d'aller chercher des automobilistes. Je ne rentre pas dans le détail des répartitions d'âge, puisque finalement, vu qu'on s'adresse à un public d'actifs en entreprise, en emploi, voilà, bon, pas de grande surprise. Et sur les moyennes d'âge, assez équilibré aussi pour les mêmes raisons évoquées juste avant. Pour la suite,
Donc avant la période d'expérimentation, on était sur une part, modal voiture de 73 à 75. On a aussi eu des personnes qui utilisaient les transports en commun. Alors c'est pas l'objectif de Goodwatt, hein, c'est pas de venir chercher des personnes qui se déplacent en transport en commun, mais typiquement des fois des personnes, mettaient aussi quand même beaucoup de temps à se déplacer en transport en commun et ont trouvé aussi un intérêt à passer au vélo assistance électrique. L'usage du vélo, pour ces personnes-là, avant l'expérimentation, était plutôt récréatif. Voilà, on voit qu'on a la moitié qui utilisait le vélo de temps en temps, heu, 25 qui l'utilisaient rarement et enfin 7 qui ne l'utilisaient jamais. C'est important pour nous de le mettre en avant puisque c'est aussi ce qui, nous permet de mettre l'accent sur la nécessité d'accompagner en termes de formation, les personnes qui veulent changer de mode de déplacement. Il y a vraiment un enjeu assez important de redonner confiance et de se voilà, de se sentir rassuré finalement sur ce mode de déplacement, puisque c'est vraiment l'enjeu, en plus des infrastructures évidemment, c'est aussi de pouvoir, voilà, avoir une partie prise en main pour se remettre en confiance. En moyenne, les personnes avaient une distance domicile-travail de 9,5 kilomètres. Donc typiquement, c'est nous, en termes de sensibilisation, on traduisait 10 kilomètres, nécessitent 30 minutes de trajet en vélo assistance électrique. Donc c'est clairement envisageable hein, sur un déplacement de ce type-là. Donc voilà, donc on est typiquement dans la cible qui peut prétendre à transformer son mode de déplacement si elle le souhaite. Ensuite, sur la partie donc des agglos, on va dire du top 15 qu'on a à côté, donc c'est pour nous une façon de montrer à la fois, le top 15, hein, l'idée c'est pas de faire des compétitions entre agglos et villes entre elles, c'est juste pour montrer que des fois c'est pas forcément celles qui ont la meilleure note sur le baromètre FUB qui sont dans le top, dans le top 15, hein. Évidemment, il y a un lien, mais pas que. On a des territoires qui sont vraiment très engagés. Et des villes moyennes. Alors, je dirais pas petites villes quand même. Nous, on a vraiment travaillé depuis 1 an et demi sur aller chercher des plus petites villes. Je rentrerai pas dans le détail là-dessus, c'est pas l'objet, mais voilà, on est quand même sur un dispositif qui s'est porté sur des grandes agglos ou bien sur des villes qu'on peut appeler plus secondaires. En termes de répartition des employeurs, on est quand même sur un 60% du secteur privé, 40% du secteur public. Donc voilà, pour nous, c'est aussi important de le mettre en avant puisque pour le coup, les enjeux sont les mêmes, quel que soit son statut. Et enfin, tac, 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 on a aussi mis en avant en bas à droite, 5% d'employeurs situés dans les zones rurales. Donc bien sûr, on aimerait augmenter cet objectif, c'est pas forcément évident. Mais voilà, on a quand même réussi à travailler avec des entreprises, notamment du secteur tertiaire, qui sont basées plutôt loin, avec des distances de domicile-travail plus importantes, mais pour qui il y a toujours un potentiel de transformation. Sur la slide suivante, sur la partie donc convaincre les bénéficiaires. Donc, à l'issue de l'expérimentation, on a en gros 80% des participants qui nous disaient être convaincus par l'utilisation du vélo assistance électrique au quotidien. Donc c'est pareil, ça veut dire qu'après seulement 1 mois de test, donc je dirais seulement puisqu'on peut estimer que ce soit faible, même si 1 mois c'est quand même largement suffisant pour commencer à changer ses habitudes et se projeter. Et bien au bout d'1 mois, on a 80% des participants et participantes qui étaient convaincus par le vélo assistance électrique. 6 mois plus tard, on a en gros une répartition assez intéressante. Donc 33% qui s'est équipé d'elle-même. C'est aussi l'objectif d'une location courte durée, en tout cas d'une expérimentation, c'est ensuite de donner la possibilité à plusieurs solutions par la suite. On a 36% qui est encore dans un stade de réflexion, donc pour acheter un vélo assistance électrique. Ce qui veut dire qu'ils sont convaincus, mais ils ont encore besoin d'un levier pour pouvoir passer à l'étape suivante. 18% qui ont repris leur ancien vélo. Donc ça, pour nous, c'est aussi une donnée assez intéressante qu'on n'avait pas forcément anticipée, c'est qu'on a une part quasiment de 20% de personnes qui finalement s'est dit, bah tiens, maintenant que je me suis remis au vélo, et je dis au vélo assistance électrique, bah typiquement, j'ai peut-être pas besoin de réinvestir ou d'investir 2 000 € dans un VE, et donc je vais ressortir mon vélo et ce sera très bien. Et 5% qui s'est abonné à un service de location de vélo. On a 8% qui n'a pas souhaité prolonger. Voilà, donc c'est aussi le but d'une expérimentation, c'est d'avoir des personnes qui... Enfin, c'est pas le but, mais en tout cas, c'est le résultat qu'on peut avoir. Enfin, sur les bénéfices
perçus par les participants. Donc on leur donne plusieurs choix, et dans ceux qui ressortent, eh bien, le premier bénéfice perçu, c'est le respect de l'environnement. Donc ce qui est assez intéressant aussi, hein, c'est que les personnes ont aussi voilà, à cœur de pouvoir voilà, agir sur le respect de l'environnement. Enfin, de pratiquer une activité physique. Donc en vélo assistance électrique, on fait du sport, certes, peut-être moins qu'en musculaire, mais on en fait quand même, donc c'est important de le rappeler. Et enfin, 45% qui ont retrouvé un sentiment de liberté. Donc c'est aussi au bénéfice, hein, de la qualité de vie et donc de la réduction du stress ressenti. Donc c'est aussi un impact assez intéressant à mesurer. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Slide suivante. Par rapport aux employeurs, on a donc évidemment mesuré le taux d'employeurs labellisés Pro Vélo, donc avec le label Objectif l'employeur Pro Vélo, qui est un autre dispositif C2E, qui est en lien aussi avec le développement de la part modale. Et donc on en avait 20 qui ont été labellisés après le dispositif Goodwatt. 45% ont mis en place des animations, donc qui se sont dit, bon bah maintenant que je connais l'appétence pour le vélo assistance électrique, on va continuer avec plusieurs dynamiques, que ce soit la mise en place d'ateliers ou de challenges. Développer des infrastructures. Donc, vu que j'ai fabriqué du cycliste, et ben maintenant je vais développer le stationnement et aussi les autres dispositifs comme des casiers, etc. Et d'autres ont passé le cap du coup de pouce financier avec la mise en place du forfait mobilité durable, notamment. Voilà ce que je peux vous dire sur les employeurs. Les freins qui sont perçus, donc soit côté employeur, le premier frein, et ça on l'a rencontré très rapidement, c'est la thématique de la sécurité. Beaucoup d'employeurs nous ont fait part de leurs inquiétudes concernant la sécurité de leurs salariés, puisque voilà, en proposant le test du vélo assistance électrique, ils n'avaient surtout pas envie d'augmenter le taux d'accidents ou d'accidentologie. Donc pour nous, c'était aussi assez important de toujours mettre en parallèle déjà la connaissance de la cyclabilité et de l'accessibilité de chaque employeur. Et effectivement, c'est arrivé, alors c'était très rare, mais c'est quand même arrivé que certains employeurs, après étude avec eux, on se dise que finalement, on va peut-être attendre voilà, qu'il y ait des dispositifs plus sécuritaires pour permettre l'accès au lieu de travail. Aussi la notion de coût, donc c'est toujours voilà, pour nous important de remettre un peu de perspective sur le comparatif du vélo assistance électrique, c'est-à-dire qu'on vient comparer le vélo assistance électrique avec la voiture et non pas avec le vélo, et ça c'est toujours important, que ce soit quand on réfléchit au budget qu'on veut allouer à ces dispositifs, c'est toujours par rapport à ce que peut coûter une voiture à côté et non pas un vélo classique. Côté bénéficiaire, c'est la même chose. Le coût est un des freins, évidemment, pour l'équipement. Alors, on peut y arriver à coup de pédagogie, mais il y a aussi des réalités économiques, hein, qui peuvent freiner. Et donc, il y a besoin ensuite de pouvoir lever les freins par d'autres dispositifs. Le risque de vol également. Donc là, pour le coup, on a aussi vu certaines agglos qui n'étaient pas forcément très... qui étaient pas très chanceuses sur ce sujet. Et donc pour nous, c'est l'engagement qu'on pose avec Goodwatt, c'est déjà la gratuité pour chaque participant et participant. Donc c'est vraiment l'employeur qui prend en charge à 100% le dispositif, que ce soit sur le format subventionné ou hors subventionné. De toujours allier l'expérimentation à une dimension formation, quelle que soit sa forme, et accompagnement en présentiel, c'est-à-dire accompagner à la remise du vélo, avoir quelqu'un qui puisse donner des conseils à la remise. Fournir aussi des équipements annexes, que ce soit les équipements sécuritaires, des casques, des gilets réfléchissants, les cadenas évidemment, mais aussi des baumes anti-crevaison, des sacoches, des paniers, des sièges enfants, le support smartphone, enfin voilà, tout ce qui peut permettre de séduire un automobiliste pour lui donner envie d'utiliser le vélo assistance électrique. Ce que j'ai pas dit au début, c'est que pour nous, le fait de passer par le vélo assistance électrique permet ensuite une potentielle transition vers le vélo musculaire, mais que finalement le cap est beaucoup moins dur à passer par le VAE. Ça n'empêchera pas d'avoir du résultat sur le vélo musculaire après, mais voilà, c'est aussi une façon de lever les freins, notamment sur le frein de devoir avoir des douches ou pas sur son lieu de travail après apprendre le vélo. Bon, voilà, on sait que ça peut être... certains employeurs le proposent, mais c'est pas la même organisation, c'est pas les mêmes choses non plus. Avec le VAE, on réfléchit beaucoup moins à ça, on réfléchit beaucoup moins à la problématique de la météo aussi. Si on a du vent de face, ça pose moins de problèmes, etc. Donc voilà, toujours le biais du VAE, mais avec la question du vélo au sens large.
Le risque de vol, encore une fois, hein, pour nous, c'est important de mettre en avant aussi la solution de traçage des vélos comme étant une des solutions aussi pour prévenir ou en tout cas avoir un moyen d'action une fois que le vélo, malheureusement, puisse être volé. Ensuite, cette slide, donc, pour mettre en avant donc, les freins au report modal vers le vélo. Donc, pour quelles raisons certains participants ou participantes ne souhaitaient pas poursuivre l'expérience? Le premier frein, c'est les distances. Donc, effectivement, à partir de 15-20 km, ça commence à quand même faire en tout cas, c'est un engagement en termes de temps de trajet. Et donc, c'est pas toujours possible de transformer son déplacement. Donc, sur les distances trop longues, typiquement, on ne peut pas vraiment agir. Donc, c'est peut-être la solution qui est à revoir. Le parcours non aménagé, voilà, forcément, c'est un frein. Donc, je pense que c'est une surprise pour personne. Voilà, il y a une nécessité de développer encore et encore les infrastructures pour que les cyclistes puissent se sentir en sécurité. Le coût financier également. Alors, la question des enfants aussi à transporter. En termes de vélo, on a proposé du vélo type long tail à partir de nos 2 années de dispositif. C'est-à-dire sur la dernière année de format C2E, on avait du vélo long tail pour la question des enfants à transporter. Et ensuite, sur la question de l'intermodalité, on a aussi intégré du vélo pliant électrique. Finalement, qui ne répond pas qu'à des enjeux d'intermodalité, mais aussi d'enjeux de stationnement et de capacité de stationnement au domicile. Le vélo pliant est aussi très bien pour des personnes qui n'ont pas forcément de dispositif pour stationner leur vélo. Et enfin, les freins pour s'équiper, eh bien, sans surprise, le coût financier à plus de la moitié des participants, et ensuite le vol, le fait que ce soit pas forcément adapté aux besoins, mais aussi la question de l'entretien et du poids du vélo à assistance électrique. En conclusion, les piliers donc, de notre méthode pour aller générer du report modèle vélo, c'est de sensibiliser les personnes. Alors, dans un premier temps, typiquement aussi par le biais d'enquêtes, donc de toujours susciter l'intérêt par du questionnement et d'aller mesurer également aussi le potentiel à travers ces enquêtes, de pouvoir sélectionner des candidats pour lesquels on a aussi une question de volumétrie qui rentre en jeu. Je voyais aussi ce qui était juste avant ma présentation donc de la part d'Indigo sur la question de la volumétrie. Donc toujours avoir justement cette question aussi nous en fil rouge pour accompagner comme il faut nos employeurs et donc avoir la notion ensuite des attentes qui sont associées. La formation numérique pour rappeler les règles du code de la route pour le cycliste. La formation pratique pour vraiment mettre en confiance les personnes qui en ressentent le besoin dès les premiers kilomètres, et c'est l'enjeu le plus important, c'est démarrer. Ensuite, on se prend au jeu. Permettre l'expérimentation pour que l'engagement soit le minimum en termes comme on l'a vu sur l'ensemble des freins qui sont remontés, en tout cas financiers. L'application pour nous, c'est vraiment le petit plus. On le voit avec GeoVélo, c'est hyper important. Alors notre application est connectée à GeoVélo pour le calcul d'itinéraire. Et donc pour nous, c'est important à chaque fois que les personnes puissent avoir une application qui centralise à la fois l'accès aux données, mais aussi toutes les questions qui peuvent se poser, mais aussi aux notions d'assistance, etc., que le parcours soit le plus simple possible. Avoir aussi des bilans chiffrés pour mesurer à la fois pour les bénéficiaires, mais aussi pour les personnes qui investissent dans ces dispositifs. On a tous envie de connaître l'impact d'une opération, notamment pour savoir si on veut renouveler le budget ou l'augmenter. Et ensuite, avoir des recommandations qui soient adaptées à ces différents retours d'expérience. Donc aussi vraiment individualiser l'analyse et le rapport à ce type d'expérimentation. Voilà, j'ai fait mon retour d'expérience sur GoodWatt. Et encore une fois, si vous souhaitez avoir le livre blanc qui est beaucoup plus important que cette synthèse, je vous invite à le télécharger directement sur Internet gratuitement. Super, merci beaucoup. On a une question qui est en fait une double question dans le chat de la part de Laurent. Donc la première question, c'est combien de testeurs faisaient leur déplacement domicile-travail en voiture avant d'avoir testé et combien après le test? On est à 75% qui utilisaient la voiture. Et après le test, on est à plus de la moitié qui se déplacent en vélo. Donc en gros, on est à 55% qui utilisent la voiture 6 mois après. Donc on a forcément une perdition après l'expérimentation, mais on a quand même doublé, on a doublé le nombre de cyclistes dans les structures. Alors, Gwendal, je ne sais pas si tu es en réaction du coup à cette première question. Ouais.
C'était pas pour cette première question, donc je vais peut-être intervenir après, si c'est comme vous voulez. Oui, je vais prendre le reste de la question de Laurent, qui était donc combien était facturé à l'employeur? Alors, sur le format C2E, il y avait un reste à charge de 3 500 € hors taxe pour 20 vélos assistance électrique. Hors format C2E, donc fort heureusement, on a refait, on a revu notre modèle économique et donc on n'a pas fait fois 3 ou fois 4 hein, sur ce reste à charge. Donc on peut démarrer à partir de 2 500 €. Bien sûr, on ne sera pas sur une flotte de 20 vélos assistance électrique, hein. Et ensuite, on peut aller jusqu'à des flottes on a fait combien? 50 à 60 vélos en même temps. Bon, la plus grosse opération, c'est 100 vélos, mais là, c'était pour un très très gros employeur. Donc voilà, le fait de sortir du format C2E pour nous, c'est aussi une opportunité puisque finalement, on peut sortir aussi du cadre, voilà, que on va dire que la convention C2E nous imposait pour vraiment être sur des approches qu'on peut réduire maintenant à 2 semaines aussi, sur un format de challenge. Et concernant les modalités, on a aussi un format qu'on a développé il y a plus d'1 an et demi maintenant et qui fonctionne vraiment bien. C'est aussi le système de rotation pour avoir une action qui va finalement être inscrite dans la durée, mais qui va renouveler à chaque fois les personnes qui vont participer. Donc on a des flottes de vélos qui ne sont pas forcément plus importantes, hein. On est sur du 10 à 20 vélos à assistance électrique, mais qui vont changer de bénéficiaires chaque mois, avec du coup le même accompagnement lors des rotations pour que chacun ait le même niveau d'information et que ce soit toujours en ligne avec notre stratégie. Merci beaucoup. Et du coup, Gwendal, c'est une question ou une réponse, je ne sais pas. Une réaction, je sais pas, c'était je réagissais sur le site de 9,5 km de distance, enfin de trajet de domicile-travail. Du coup, en parallèle, j'ai recherché dans nos archives sur les études ADEME, on avait un chiffre qui était à peu près similaire, on avait 10 km de trajet domicile-travail. Donc voilà, c'est des distances qui sont très importantes. Quand on fait des plans vélo, des schémas vélo, des schémas directeurs, on travaille sur un potentiel d'usage du vélo sur des distances qui sont nettement inférieures, entre 3 et 7. Et donc, voilà, je m'interrogeais sur finalement, est-ce que c'est la dimension de test qui fait qu'on touche des personnes qui habitent finalement relativement loin de leur lieu de travail? Et je m'interrogeais finalement sur s'il y avait une analyse croisée qui avait été faite entre la distance du trajet domicile-travail et le taux de conversion en cycliste usagé. Voilà, c'était une question que je me posais. Nous, Alors, on l'a pas fait, mais je ne sais pas si vous l'avez fait non plus. alors c'est sûr qu'après coup, il y a plein de choses qu'on s'est dit: «Tiens, on aurait peut-être dû mesurer ça et ça et ça c'est clair». Aller encore plus loin. Alors non, on n'a pas croisé, enfin il me semble pas. Je vais quand même, prendre le temps de regarder un peu plus précisément ou en tout cas, si on l'a pas fait dans le livre blanc, est-ce qu'on a moyen de le faire? Ça, c'est peut-être possible. Hem, En tout cas, pour nous, alors c'est intéressant parce que les distances longues, c'est vraiment, enfin pour le coup, chez nous, 10 kilomètres, au contraire, c'est plutôt, une distance, potentiellement, convertible en vélo assistance électrique. On parle de distance longue à partir de 15 et en fait, on l'a observé, par rapport au test, c'est qu'au-dessus de 15, là, pour le coup, on avait beaucoup plus de mal à venir chercher des personnes sur l'expérimentation. Mais finalement, même entre 10 et 15, les personnes, alors je pense déjà parce que c'est gratuit, donc elles peuvent tester. Donc finalement, si elles n'utilisent pas le vélo, bah, c'est pas si grave que ça. Hem Et au bout du bout, elles se rendent compte que, bah, 10 kilomètres, c'est 30 minutes et souvent sur un temps de trajet domicile-travail, 30 minutes, ça reste acceptable pour chacun. C'est aussi la qualité du déplacement qui change, hein. Finalement, on gagne pas forcément de temps en vélo assistance électrique. Ça, c'est en termes de on avait, dans les éléments, les bénéfices perçus, on avait la question du gain de temps et finalement, c'est le bénéfice qui a la part la moins importante. Alors ça veut dire qu'il a été perçu à certains moments, mais dans une proportion vraiment moindre, à moins de 30. Les personnes, en général, moi, enfin, pour les avoir rencontrées sur plusieurs opérations, elles ont pas forcément gagné du temps sur leur trajet. Par contre, elles ont gagné en qualité de trajet. Et donc de se rendre compte qu'utiliser le vélo pour aller au travail, c'est aussi une façon, bah, voilà, de se mettre en jambes, sans mauvais jeu de mots. Et en fin de journée, c'est aussi une façon, voilà, de mettre un peu sa journée de travail derrière soi et finalement, voilà, bon, si on fait du vélo, on le sait, mais quand on n'est pas habitué, c'est pas si évident que ça et c'est quelque chose qui est assez vite remonté, dans les études. Je vais regarder si on peut croiser la donnée, hein, sur, ce que vous venez de dire, ça pourra toujours être un complément.
Merci. Merci beaucoup. Alors, on a 2 nouvelles questions. Il y en a une donc de Annabelle qui demande, ça traite du côté accidentologie, Ouais. assurance, et cetera, de savoir si c'était l'assurance de Goodwatt ou de l'employeur qui couvrait le cycliste en cas d'accident. Tout à fait. Alors nous, on avait une assurance qui permettait. Alors la question d'assurance, c'est toujours une question. C'est compliqué de faire simple. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en dans le cas des assurances, ça dépend toujours de la responsabilité en cas d'accident. Quoi qu'il arrive, si jamais une personne n'avait pas de responsabilité civile, n'avait pas souscrit d'assurance responsabilité civile, notre assurance, nous, elle prend le relais. Donc quel que soit voilà le niveau finalement souhaité, enfin pas souhaité, mais le niveau d'assurance des bénéficiaires, nous, on couvrait. Et finalement, les employeurs à côté n'avaient pas du tout besoin de prendre d'assurance en plus. Ça, c'est vraiment important. Le contrat de prêt se faisait entre Goodwatt et le salarié. Donc là-dessus, voilà, pas de nécessité de la part des employeurs de souscrire une assurance supplémentaire. Et encore une fois, après, le niveau le taux de couverture, etc., bon, bah, tout dépend du type d'accident. Bon, en général, le cycliste n'est pas responsable de son accident, donc voilà, on n'a pas. Et pour vous donner enfin, en termes d'accidentologie, pour le coup, on a eu 0% d'accidents qualifiés de graves sur le dispositif. C'était vraiment enfin, c'est toujours une inquiétude qu'on a hein, quand on met à disposition des vélos. On n'a vraiment pas envie voilà, d'avoir une mauvaise nouvelle à un moment. Sur le programme, depuis sa création, voilà, c'est pas le cas. On a eu quelques accidents type cheville foulée, etc. Mais rien de grave et dans une proportion vraiment minime, quoi. Super, merci beaucoup. Et une question aussi de Justine qui demande si ce sont les entreprises qui se lançaient de leur plein gré dans l'expérimentation ou si c'était la collectivité AOM qui allait les chercher. Très bonne question. Eh bien, le top 15 des agglos, c'est aussi le top 15 où les AOM ont porté le dispositif, hein. On a vraiment, en tout cas pour le lancement du dispositif Goodwatt, ça a été un facteur assez important d'avoir des relais locaux pour aller chercher les réseaux d'employeurs et donc parler des différents dispositifs qui sont à leurs mains pour pouvoir expérimenter. Ensuite, nous, en parallèle, on fait aussi, enfin voilà, on vient aussi diffuser de l'information. Alors, je vais dire un gros mot, mais on vient prospecter aussi, hein. On a eu cette démarche même en format C2E, hein. On a vraiment eu cette logique-là pour atteindre finalement les employeurs qui ne sont pas toujours dans des relais d'AOM ou dans des réseaux mobilité. Donc un très très gros enjeu de communication sur l'ensemble des dispositifs et d'aller chercher au plus près les employeurs. Ceci étant, il y a des employeurs qui viennent nous voir de façon spontanée aussi. Voilà, mais bon, si on comptait là-dessus, on n'aurait pas eu beaucoup de résultats, je pense. Ça marche, merci beaucoup. Donc je vois pas d'autres questions. Il y avait une réaction plutôt de Sophie qui disait voilà, que ça dépendait vraiment des aménagements, la distance et le temps en VAE, qu'à Bordeaux, 10 km, c'était plutôt 45 minutes en VAE. Donc voilà, tout dépendait aussi, on en a parlé un petit peu des aménagements. Tout à fait. C'est vraiment une moyenne, hein. Et donc à prendre avec des pincettes et effectivement à Bordeaux, pour y être, moi je suis basée à Bordeaux, ça me parle aussi. Ça marche, Merci à merci vous. beaucoup. Merci. Je vois plus d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir passer la main à nos collectivités témoins, on va dire. N'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions, puisque donc Gwendal et Pauline sont encore dans le webinaire, donc n'hésitez pas. Et donc je vais partager la présentation de Antoine Poiblot. Bonjour à tous, j'en profite pendant que Claire charge le document. Donc Antoine Poiblot, chargé de mission déplacement doux. Moi je travaille à la direction des transports et mobilité de la communauté d'agglo du Niortais dans les Deux-Sèvres, donc sur le secteur ouest du territoire. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir effectivement échanger avec vous sur notre service de location longue durée de vélo assistance électrique. Je pense que vous pouvez passer dès la première. Donc comme je l'évoquais, effectivement, l'agglo du Niortais, donc elle compte 40 communes pour un territoire qui regroupe environ 121 000 habitants, un peu plus de 121 000 habitants.
Et la particularité, c'est qu'on est un territoire très peu dense, avec des espaces urbains plutôt très urbanisés, donc surtout sur la ville-centre de New York qui atteint presque les 60 000 habitants, et des espaces ruraux assez importants avec des petites et voire toutes petites communes, la plus petite comptant aujourd'hui 167 habitants. Donc des enjeux en termes de mobilité douce qui ne sont pas du tout les mêmes en fonction du secteur dans lequel on se trouve, pas du tout les mêmes en termes de caractéristiques de trajet à réaliser et pas du tout les mêmes en termes d'attente, effectivement, avec une attente beaucoup plus forte sur les zones urbaines de la part des citoyens pour le développement de nouvelles formes de mobilité et des démarches qui commencent à se développer, une attente qui commence à se développer dans les territoires plus ruraux, notamment sous la dernière mandature, effectivement, en place, on a l'émergence de la part de l'ensemble des élus locaux de pouvoir attirer et développer ces modes de déplacement, y compris sur des territoires qui, au départ, en étaient un petit peu plus éloignés. Vous pouvez passer, ouais. Donc l'idée, effectivement, nous, on développe nos offres par le biais de l'expérimentation. Donc c'est des mots qui ont déjà été évoqués tout à l'heure. L'expérimentation, c'est vraiment un maître mot chez nous et ça a été le cas pour le déploiement de l'offre de location longue durée. Que je détaillerai tout à l'heure. Ça a été le cas aussi pour le libre service, avec une offre très réduite au départ et puis qui aujourd'hui est en explosion constante. Donc on a aujourd'hui 1400 vélos en location longue durée. Sur la partie libre service, 300 vélos en libre service sur 40 stations et on projette d'arriver à 65 stations à fin 2026 pour 450 vélos. Et on a déployé des offres complémentaires à ces deux grands types qui sont courants habituellement et qui rentrent un petit peu aussi dans le cadre de la location longue durée. Donc on a 3 vélos cargo biporteurs en essai gratuit et depuis récemment, on les a reçus il y a la semaine dernière et ils seront mis en place à partir du mois de mai. On a 10 Longtail, donc des vélos allongés, qui seront également en essai gratuit sur le même modèle que les cargo biporteurs. Et on a à côté effectivement 46 consignes vélos sécurisées au droit des principaux arrêts de transport interurbains et des principaux terminus de lignes urbaines ou des parkings relais. Et 2 gros abris vélos en projet sur la gare de Niort, qui regrouperont environ 100 places et qui ouvriront très prochainement. Aujourd'hui, sur la partie service, moi je vais évoquer vraiment la location longue durée. Donc c'est ce qui m'avait été effectivement plutôt demandé. Donc les vélos cargo et les longues têtes, je vais pas en parler. C'est un petit peu un dérivé de la location longue durée, mais le fonctionnement est un petit peu différent puisqu'on n'est que sur un essai gratuit aujourd'hui, dont l'objectif est de pouvoir permettre aux usagers de tester avant un passage à l'achat. Donc c'est un petit peu dissocié de ce qu'on fait sur la location longue durée. Et côté infrastructure, très rapidement, pour vous situer le contexte, et ça a été évoqué juste avant, effectivement, sur le fait que les offres attirent la demande font émerger des demandes en termes d'infrastructures cyclables. Ça a été clairement le cas. Chez nous, on a adopté un schéma cyclable, enfin les élus communautaires ont adopté un schéma directeur cyclable en mars 2023. Puis on a été lauréat en 2023 aussi, fin 2023, de l'appel à programme territoire cyclable, donc pour une très grosse subvention de 9 millions d'euros pour la mise en place d'environ une centaine de kilomètres d'infrastructures nouvelles, donc sur 2024-2029. Sujet sur lequel on travaille activement. Mais chez nous, effectivement, les offres ont été le premier niveau de mise en place d'une politique de mobilité douce. Sur la location longue durée, c'est une offre qui, je l'évoquais, a été basée sur le principe de l'expérimentation. Ça a commencé très petit, en 2017, avec 40 vélos. Ça a très très vite fonctionné. On est arrivé sur des niveaux de liste d'attente assez impressionnants, jusqu'à plus de 300 personnes sur liste d'attente sur la période estivale. Donc les élus ont fait le choix très rapidement d'acheter de nouveaux vélos. Je l'ai vu tout à l'heure sur la présentation de Monsieur Carabeuf. Effectivement, c'était noté dans l'un des biais du fait que les contrats étaient renouvelables. Ce qui est le cas chez nous, c'est que effectivement, ça nécessite d'acquérir de plus en plus de vélos si on veut pouvoir répondre à la demande. Nous, ça a été un choix politique assumé dès le début, que les élus n'étaient pas favorables à une mise en place d'une aide à l'achat, ce qui est un peu à contre-courant parfois, effectivement, de ce qu'on peut voir sur
beaucoup de territoires qui mettent en place ce type de dispositif. En tout cas, voilà, c'était pas le choix, c'était pas leurs orientations. Donc nous, ils étaient plutôt en faveur du grossissement de la flotte et de pouvoir mettre à disposition des vélos de l'agglo plutôt que effectivement de donner de l'argent entre guillemets qui à leur avis, ils maîtrisaient moins sur le passage à l'achat. Enfin, ou en tout cas sur l'utilisation qui était faite du vélo acquis avec une aide à l'achat. Donc aujourd'hui, on a 1400 vélos en 2025, 1550, on en a 150 qui vont nous être livrés le mois prochain. Et l'objectif en fin de contrat de délégation de service public, donc à 2029, c'est d'arriver aux alentours de 1600, 1700, plutôt 1700 vélos en location longue durée. Donc ça nous fait un total effectivement d'un vélo, plus d'un vélo pour 100 habitants. Donc c'est vraiment quelque chose qui on voit à émerger et à grossir jusqu'à atteindre une offre vraiment assez caractéristique du territoire et plutôt très importante en termes de visibilité. L'offre de manière générale, pour vous la résumer, et puis après, ça reste assez synthétique. Si jamais il y a des questions pour se connaître un petit peu plus en détail les différentes modalités, n'hésitez pas par la suite. L'offre telle que nous la déployons est réservée aux résidents du territoire. Donc il y a un justificatif de domicile qui est attendu au moment de l'inscription. Inscription qui peut se faire en ligne depuis récemment ou directement via l'agence de mobilité qui se situe à Niort. Le principe, c'est 3 mois d'essai gratuits. Donc initialement en 2017, c'était juste 3 mois d'essai gratuits non renouvelables. Puis dès 2018, on a vu qu'il y avait une demande très forte pour pérenniser ces locations-là. Et donc on est passé sur des systèmes à abonnement mensuel ou annuel qui sont aujourd'hui de 40 euros par mois ou 400 euros par an. On a augmenté l'année dernière les tarifs puisqu'on n'avait pas eu d'augmentation pendant plusieurs années, depuis 2017. Donc c'est 6-7 ans effectivement sans augmentation, avec nous, des augmentations en termes d'investissement sur le prix d'achat des vélos et aussi en termes de fonctionnement, un système de gestion qui a lui aussi qui a été de pair avec l'offre et qui a nécessité effectivement qu'on revalorise un petit peu les tarifs. Donc auparavant, on était à 360 euros par an. Donc toujours 3 mois d'essai gratuits en tout cas, ça c'est une des caractéristiques qui avait été souhaitée par nos élus, puisque sur le territoire de l'agglo, on a la particularité d'avoir un réseau de transport gratuit depuis 2017. Donc on était l'un des premiers réseaux d'envergure effectivement à proposer la gratuité et l'idée des élus c'était de pouvoir reproduire ce système de gratuité-là dans une moindre mesure, parce que là on est sur un usage privatif d'un bien public, donc on est sur une logique un petit peu plus différente de celle des transports en commun. Pour autant, ils ont souhaité renouveler cette identité gratuite et proposer à chaque fois qu'un usager s'inscrit une période d'essai qui ne l'engage à rien, donc il y a une caution de 550 euros qui est demandée mais non encaissée. Et pour lui permettre de tester et ensuite éventuellement de passer sur une formule payante. On a un tarif aussi effectivement demandeur d'emploi et étudiant, un demi-tarif qui est destiné un petit peu à compenser, comment dire, à donner la possibilité à ces catégories de personnes-là qui ne peuvent pas forcément bénéficier de la prime employeur, de pouvoir avoir aussi un attrait économique qui soit similaire à celui des actifs. La petite nouveauté sur notre service, hormis l'augmentation progressive de la flotte et la reprise des tarifs, c'est la livraison. Donc c'est quelque chose qui nous était demandé. Vous avez vu très brièvement le territoire tout à l'heure, mais comme je l'évoquais, on a la commune la plus distante est à 30 km de Niort. Donc c'est vrai qu'en vélo, sur des terrains qui sont pas forcément aménagés pour, on avait un petit peu une disparité d'accès à l'offre de la part de l'ensemble des résidents du territoire. Donc l'idée c'est de pouvoir rapprocher ce service-là au plus proche des résidents, et on se base désormais, alors c'est tout récent, c'était inauguré ce mois-ci, on se base sur ce qu'on appelle les communes d'équilibre. Donc les communes d'équilibre, c'est 8 communes sur les
les 40 qui ont été déterminés dans le cadre du SCOT comme regroupant une offre de services, d'administration, de commerce et qui sont un petit peu le centre névralgique d'un des secteurs de l'agglo. Et donc l'idée, c'est de pouvoir livrer dans ces communes-là afin de permettre aux résidents de cette commune ou de celles alentours de pouvoir venir chercher le vélo plus proche que ce qui se faisait actuellement, puisqu'aujourd'hui, il fallait venir le chercher à l'agence commerciale de Niort. Voilà pour cette première partie synthétique. Sur la partie investissement-exploitation, donc les investissements sont portés par l'agglo. Donc on est aujourd'hui un petit peu plus de 2 millions d'euros investis depuis 2017 dans l'acquisition. On les achetait en gros 1100, entre 1100 et 1200 euros pièce, et on les achète maintenant entre 1300 et 1400 euros pièce hors taxe via l'UGAP. On a bénéficié certaines années de dispositifs de subvention qui ont petit à petit été réduits, notamment tout ce qui est subvention de l'État ou subvention FEDER. Ça, aujourd'hui, de mémoire, ils ne financent plus le matériel roulant. Donc là, sur les derniers, on n'avait pas de dispositif de subvention à l'acquisition. Et nos vélos sont acquis donc via l'UGAP, auprès de l'entreprise Arcade. Donc c'est le modèle Icardan femme de chez Arcade, sachant que la particularité chez nous, ce qui avait été une volonté aussi plutôt technique cette fois-ci, c'est de pouvoir harmoniser l'ensemble de la flotte. Hormis les vélos cargo et Longtail, tous nos vélos, les 1500, sont les mêmes. Ce qui fait qu'en termes de maintenance, ça facilite grandement l'utilisation. Sur la gestion, donc l'exploitation est assurée par le titulaire de la DSP de transport public sur le territoire, donc qui est aujourd'hui Transdev Niort Agglomération, une DSP d'ailleurs qui a été renouvelée l'an passé, avec des objectifs forts en matière de développement des mobilités douces. Et on a internalisé un atelier vélo, enfin Transdev a internalisé un atelier vélo à partir de janvier 2020. Donc c'était également le précédent titulaire de la DSP. À partir de 400 vélos. Donc avant 2020, entre 2017 et 2020, les vélos étaient exploités par un vélociste local avec lequel Transdev avait un contrat de sous-traitance. Et à partir de 400 vélos, des discussions se sont engagées sur la volonté ou non de ce vélociste de pouvoir grossir en termes de moyens humains pour pouvoir répondre à la demande, ce qu'il n'a pas voulu souhaiter faire. Et puis là, il y avait une deuxième difficulté, c'est qu'il avait également une offre de location estivale et que malheureusement, il avait tendance à privilégier un petit peu plus son activité commerciale privée plutôt que le contrat qu'il avait avec nous. Donc pour toutes ces raisons-là, et au vu du fait que l'ambition était forte et qu'on savait que des déploiements allaient venir, le choix a été fait d'internaliser un atelier composé initialement d'un mécanicien cycle et qui comporte aujourd'hui 4 mécaniciens, un régulateur pour l'offre de vélo en libre service et un contrat étudiant également pour l'offre de vélo en libre service sur les heures franches, donc en gros de 17h à 21h tous les jours et le samedi matin. Donc ce que vous voyez là, effectivement, je parle de vélo en libre service. Ce qui est important, c'est que là, je fais un focus effectivement sur l'offre de location longue durée. Pour autant, l'ensemble des offres vélos sont gérées par l'atelier et sur le même principe. Donc les 4 personnes ne gèrent pas que la partie location longue durée. Il y a aussi un gros travail qui est fait sur le libre service. Si ce n'est même peut-être plus important encore en termes de mobilisation aujourd'hui, avec le grossissement des usages et de la flotte, que sur la partie longue durée, on a une offre qui est plutôt bien rodée et puis des temps d'action, de réparation qui sont plus faciles à anticiper parce qu'on a des fins de contrat et on sait quand ils vont arriver, que sur le libre service où on a au jour le jour, on gère ce qui doit être géré au jour le jour et c'est plus difficile d'avoir des prévisions sur la maintenance sur cette offre-là. On a aussi également une personne qui est dédiée à l'agence mobilité Tanlim, donc qui s'occupe de la partie commerciale, principalement de la gestion des remises de vélos et de leur retour, des contrats, des relances, etc. Des cas aussi moins marrants quand il faut aller porter plainte pour abus de confiance ou des choses comme ça, ce qui est aussi des choses, ce qui sont des choses qui peuvent arriver aussi et qui arrivent, c'est sûr, sur ce type de service-là,
Pour autant, on a quand même, enfin voilà, sur 1400 vélos, on a dû avoir peut-être 10 ou 15 abus de confiance, ou alors c'est pas vraiment des vols, hein, enfin, la police qualifie ça plutôt en abus de confiance, donc c'est plutôt des gens qui ne rendent pas leur vélo à l'issue de la location. Les vols, on en a très 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 peu, voire quasiment pas. Donc voilà, ça reste quand même très mesuré, et sur cette offre-là, les choses se passent très bien, les gens s'approprient énormément leur vélo. Donc on a vraiment quelque chose voilà, qui est très fonctionnel et qui est assez facile à gérer effectivement de ce côté-là. Sur la partie maintenance, donc les pièces détachées courantes sont à la charge du délégataire, hors batterie et moteur qui sont acquis par la CAN, puisque comptablement, le service finance considère que ça permet de prolonger la durée de vie du vélo, donc c'est l'agglo qui est investi. Par contre, toute la partie courante, gaine, plaquettes de frein, etc., sont acquis par le délégataire directement. Et c'est des budgets qui sont inclus dans le budget de fonctionnement de la DSP. Et pareil pour la promotion de l'offre, elle est incluse dans le budget global marketing de la DSP. Et le délégataire fait régulièrement des campagnes de com en nous associant, hein, effectivement, sur la promotion des différentes offres qu'on peut mettre en place. Ah oui, petite nouveauté aussi, effectivement, au début, effectivement, on lance les offres, et je pense comme tous les territoires, on était sur des interrogations sur la mise en place des tarifs, du modèle de vélo, etc. Et rapidement, on se pose la question du devenir des vélos, qui devient une question de plus en plus prégnante avec l'augmentation de la flotte. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est quand même qu'on a un vieillissement très bon de ces vélos-là. Aujourd'hui, on a des vélos qui ont plus de 10 ans, plus de 10 ans, qu'on a depuis 2017, donc qui ont 8 ans, mais qui sont en très bon état. Et on a isolé à peu près 48-50 vélos, on va dire, qui pouvaient être réparés, mais qui nécessitaient soit trop de temps pour pouvoir l'être, soit voilà, qui nécessitait vraiment de les reprendre de manière un peu plus importante. Et on a initié avec Arcade une expérimentation qui était aussi la première pour eux, d'un reconditionnement. Donc on a reconditionné 20 vélos en 2024 avec un bilan très très positif, puisque en fait on y voit du feu, ils sont même repeints, donc ils sont entièrement démontés et remontés, le cadre est repeint, grosso modo à peu près tout est changé sauf le moteur. Donc très positif, il n'y a aucun changement par rapport à des vélos neufs. Donc là, on a décidé de reconduire cette opération avec les 28 autres vélos qu'on avait pu identifier. Et donc, on arrive à maintenir comme ça, effectivement, notre flotte à niveau. Donc vraiment, bon, on le voit, hein, c'est quand même très peu de vélos, hein. Sur 1400, on a 50 vélos qui ont été concernés par cette question-là. Donc on a quand même un très bon vieillissement, et les usagers, encore une fois, prennent vraiment soin de ces vélos qu'ils considèrent comme le leur, le temps de la location. Sur la partie recettes, effectivement, on a des recettes qui ont évolué petit à petit avec l'augmentation à la fois du nombre de vélos, et puis depuis 2024, l'augmentation des tarifs depuis mi-2024. L'idée, effectivement, c'est que ces recettes-là nous ont permis et nous permettent encore de mettre en place l'offre de vélos en libre service, qui, elle, coûte très cher et génère moins de recettes. Donc l'ensemble du budget vélo permet d'équilibrer un petit peu toutes les offres, et on a quand même un retour sur le budget de fonctionnement qui est quand même très intéressant, puisque ça permet de couvrir une bonne partie des dépenses. Ouais. Et enfin, pour finir, effectivement, sur un petit point plus qualitatif par rapport aux usages, donc le bilan, c'est que le succès de cette offre a été très important. C'est devenu l'un des marqueurs forts de la politique mobilité du territoire, et même de l'attrait aussi du territoire quand il y a des éléments sur l'avenue d'étudiants ou des choses comme ça. C'est vraiment voilà, une offre qui a permis de faire rayonner un petit peu le territoire. Donc ça, c'était plutôt déjà un point positif. Et le deuxième, c'est les usages qui sont faits de ces vélos-là. On a depuis 2017 à peu près 3 500 000 km qui ont été parcourus, un peu moins de 4 000 essais gratuits réalisés.
2500 abonnements souscrits, dont 1600 annuels. On voit quand même la très grosse prédominance des abonnements annuels, ce qui pouvait s'expliquer aussi par le fait qu'on avait comme je l'évoquais, de très très fortes listes d'attente, ce qui fait que les personnes préféraient s'abonner à l'année plutôt que risquer de ne pas avoir d'abonnement et de vélo la période estivale. Comme j'évoquais, on a eu jusqu'à 300 personnes, un peu plus de 300 personnes sur la liste d'attente, donc il fallait attendre presque 6, 7, 8 mois, quoi. C'était des choses assez courantes. Donc ça a généré, en fait, la tension sur cette offre-là a généré aussi de la fidélité des usagers et des abonnements annuels, ce qui est une très bonne chose aussi vis-à-vis du stockage, puisque c'est une question qui est aussi à prendre en compte pour des territoires qui voudraient se lancer, puisque ça prend quand même de la place. Et effectivement, notamment sur la période hivernale, quand on a moins d'usage, on a quand même des retours de vélo qu'il faut pouvoir stocker dans des conditions optimales, puisque les batteries ça n'aime pas trop rester au froid à attendre et pas servir. Donc c'est une vraie question, effectivement, l'optimisation aussi de la mise à disposition pour éviter ces périodes de grand stock. On a plus de 50% des usagers qui s'abonnent après l'essai gratuit. Alors tout ça, c'est du déclaratif. À partir de maintenant, effectivement, on a un questionnaire d'utilisation qui est fourni après l'essai gratuit, notamment, puis après l'abonnement quand la personne décide d'en sortir. Mais on a sur le 50% qui déclarent, non, pardon, 50% d'usagers qui s'abonnent après l'essai gratuit. J'étais sur les personnes qui déclarent acheter un vélo. On a aussi beaucoup de personnes qui déclarent acheter un vélo ou réfléchir à le faire après un essai gratuit. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on ne pourrait pas fournir en termes de nombre de vélos si tout le monde restait abonné. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de promouvoir, que les personnes puissent sortir de l'offre. Et le profil type, donc nous, c'est plutôt des femmes entre 25 et 49 ans et plutôt employées ou cadres. Donc voilà, aussi dans les questionnaires, on a des informations sur les catégories socio-professionnelles. Donc ce qui correspond aussi, nous, beaucoup avec la typologie de l'emploi. On a de la chance d'avoir le siège des très grosses mutuelles, deux très grosses mutuelles nationales, hein. Donc en premier lieu Massif, Maïf, avec voilà, une représentation importante des cadres, etc. Donc on a aussi, on le sait, une population qui est assez sensible à ce type d'offres. À l'inverse, on a aussi des leaders en termes d'industrie sur le territoire et des grosses zones industrielles. Et là, on voit qu'on a beaucoup moins d'utilisation sur ce type de zone d'activité-là. Et l'usage, effectivement, on a 40% des usagers qui déclarent utiliser leur vélo pour leur trajet domicile-travail et 55% qui le déclarent l'utiliser à la place de leur voiture. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie et n'hésitez pas à poser des questions, effectivement, si vous souhaitez davantage de compléments sur l'un ou l'autre des sujets. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, on a une toute première question. Alors, elle a partiellement déjà été répondue. C'était la question de François concernant la gestion du service. Est-ce que vous pourriez repréciser justement comment est géré le service avec l'équipe de Transdev? Ouais, alors donc c'est notre délégataire de transport qui assure l'exploitation et la gestion de l'offre. Donc nous, on achète les vélos et on leur met à disposition. Et eux, ils ont un atelier vélo qui est composé donc de 4 mécaniciens qui font les réparations. Lorsque les vélos reviennent après un essai gratuit ou après un abonnement, ou en cas de renouvellement d'abonnement, ils sont révisés au moins une fois par an. Et puis ensuite, il les ramène à l'agence Transdev, donc Tallib à Niort, pour qu'il soit remis soit à l'usager qui renouvelle son abonnement, soit à un nouvel usager. Et maintenant, on a aussi la partie livraison qui se développe avec donc c'est uniquement sur rendez-vous, donc les personnes ont la faculté de pouvoir s'inscrire en indiquant la commune sur laquelle ils souhaitent retirer le vélo et une fois par mois, c'est l'objectif. On va leur livrer le vélo. Donc l'idée, nous, c'est de pouvoir mutualiser et regrouper un maximum, forcément, parce que c'est toujours des coûts qui sont associés derrière. La livraison, c'est quand même quelque chose de nouveau et sur laquelle on tâtonne encore un petit peu. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais Visiblement, oui.
Il y aura une deuxième question de MR. À qui appartiennent les recettes? À l'agglo ou au délégataire? Au délégataire, le délégataire, comme dans le cadre d'une DSP normale, s'engage sur un niveau de recette, donc à la fois sur le libre service et sur la longue durée. Donc c'est eux qui perçoivent les recettes. Et Et oui, initialement, dans le cadre de l'ancienne DSP, pardon, j'étais en train de réfléchir en même temps. Dans le cadre de l'ancienne DSP, les recettes, le surplus, alors c'était pour le libre service, le surplus était partagé entre la CAN et l'agglo parce que c'était des choses qui étaient arrivées en cours de contrat. Mais là, maintenant, comme on a un engagement du délégataire, s'il fait plus, ben, il gagne de l'argent. S'il fait moins, il en perd, quoi. C'est l'idée même de la DSP. Donc c'est Transdev effectivement qui les perçoit. merci. On aurait une dernière question de Brigitte de l'équipe à vélo. Avez-vous des accords avec Arcade pour le renouvellement, le recyclage des pneus et un retour sur leur durée moyenne d'usage? Alors, non, c'est une vraie et bonne question sur laquelle on s'arrache un petit peu les cheveux. On a 2 soucis, principaux, c'est la fin de vie des pneus et la fin de vie des batteries. Les batteries, c'est pareil, on travaillait avec la Corépil qui ne prend pas tous les types de batteries. Alors de mémoire, ils prennent la location longue durée, mais ils ne prennent pas ceux des vélos en libre service, en raison de leur construction. En fait, elles sont construites de telle manière à pouvoir répondre à des sollicitations en libre service qui sont assez contraignantes. Donc les gens ne sont pas forcément précautionneux. Et cette construction-là, notamment avec du silicone, fait qu'on ne peut pas les recycler facilement. Et ça, sur la partie pneus, on a des grosses difficultés aujourd'hui. On arrivait à en faire prendre de petits stocks à un garage local qui regroupait un petit peu les reprises sur le territoire, mais aujourd'hui, avec les volumes qu'on génère, ils sont plus forcément d'accord. Donc c'est une question qui est en cours. J'ai pas de réponse. Et si vous l'avez, par contre, je la veux bien. Je serais preneur. Merci. On a encore une question de Arnaud Vidal. Donc financièrement, dans le cadre de la DSP, le seul investissement direct de la communauté d'agglomération est l'investissement dans les vélos. La DSP n'est pas subventionnée en tant que telle? Si, alors là, on rentre dans la technique plus dure de la DSP. J'aurais peut-être pas forcément toutes les réponses, mais au besoin, je pourrais prendre les coordonnées pour recontacter et refaire le point avec ma collègue comptable. Donc nous, on paye effectivement l'investissement de départ puisque tous les biens sont à nous, comme les bus d'ailleurs qui sont aussi à l'agglo et ils sont mis à disposition du délégataire. Et nous, après, on paye dans le cadre de la DSP la contribution financière et forfaitaire. Dans ce cadre-là, on a une évaluation du coût au moment de la remise de l'offre, du coût prévu par le délégataire avec un engagement de recette. Et effectivement, c'est là où le jeu de la DSP, hein, si le répondant travaille bien en amont et estime des coûts qui sont justes, tant mieux pour lui, il va gagner de l'argent. Si par contre, s'il a minimiser les coûts à venir et qui génèrent pas assez de recettes derrière pour compenser, ben, c'est là où ils perdent de l'argent. Mais nous, on a du coup une contribution qui est versée quand même aux délégataires sur la base de l'offre initiale qui a été remise. Merci. Il y a une question de Stéphane Bureau aussi. Comment avez-vous communiqué sur le service? Quel canal est le plus efficace? Alors on communique assez souvent, par plusieurs biais. Donc on a, le premier, c'est des sollicitations directes de la presse. On a régulièrement des sollicitations, qui sont d'ailleurs, voilà, plus ou moins, positives. On a eu voilà, vraiment des sujets parfois, pas forcément dans une optique de promouvoir l'offre, quoi. C'était plus, voilà, c'est vraiment faire du, entre guillemets, du buzz, si vous me permettez l'expression, mais on a eu ces recours-là. Après, on a quand même des communications positives qui sont faites. Le deuxième, c'est que lorsque nous, on les sollicite via communiqué de presse sur des nouveautés. Là, c'est le cas de la livraison, par exemple. C'est le cas des long tails qui vont être mis en place ou des
les stations de vélo qui ouvrent. On a eu la chance aussi d'être sollicité par la France 3 régionale. On avait fait un reportage c'était plus sur la partie libre service cette fois-ci, mais on essaie globalement de pouvoir parler un petit peu de l'ensemble des offres à chaque fois, puisque de toute façon, on estime qu'elles sont complémentaires. Après, en termes de communication, puis on a aussi deux journaux, un journaux de territoire et un journaux municipal, puisque la direction de la communication est mutualisée, dans lesquels on communique beaucoup, donc le Vivre à Niort et puis le territoire d'agglomération, qui sont respectivement un mensuel et un trimestriel, qu'on essaye, voilà, on essaye d'alimenter nos collègues pour qu'il y ait des articles à ce sujet-là. Et en termes de communication un peu plus innovante, on va dire, on a mis en place, alors, dont l'impact est à mesurer, je pense, hein, c'était plus une réponse politique avant tout. On a mis en place dans chaque commune qu'il souhaitait un vélo gratuitement pour que les agents communaux ou les élus puissent s'en servir localement et diffuser un petit peu l'image auprès des citoyens. Ça a pas mal marché dans certaines communes, un peu moins dans l'autre où le vélo prend un petit peu plus la poussière, mais l'idée c'était de pouvoir amener un petit peu, c'était les prémices de ce qu'on fait pour la livraison, en fait, c'était de pouvoir amener le service et le faire connaître sur l'ensemble du territoire et que les vélos puissent circuler sur toutes les communes, même les plus rurales. Et on avait ouvert la possibilité aux communes de pouvoir le mettre à disposition pour une semaine ou quelque chose comme ça pour, voilà, encore une fois, essayer d'attirer de nouveaux usagers. Donc voilà, principalement des canaux de communication traditionnels, hein, presse, journal d'agglomération, site internet, et puis cet élément un petit peu plus particulier. Merci. On va prendre une toute dernière question avant de passer à la présentation de Sophie Pellet. C'est justement une question de Sophie. Quel est le coût du vélo reconditionné avec arcade, le coût unitaire? Le coût unitaire, il est de mémoire aux alentours de 1 100 €, ce qui est un élément d'échange entre notre élu, nous et Arcade, puisque c'est relativement assez cher, hein. 1 100 € pour lorsqu'on reconditionnait alors qu'on achète neuf, 1 300 €. C'est vraiment une vraie question. Et ça s'explique assez simplement, même si Arcade le ferait mieux que moi, mais l'idée c'est qu'en fait les vélos reconditionnés, c'est plus long à monter et à reprendre qu'un vélo monté, puisque chez Arcade, Arcade est un assembleur, donc ils arrivent totalement en pièces détachées, il monte, il fait une fois la chaîne de montage et il sort fini au bout. Le vélo reconditionné, il est totalement démonté et remonté après. Donc en fait, ça leur prend 2 fois plus de temps, ce qui explique ce coût-là. Et puis c'est vrai qu'on a des vélos qui sont, hormis le moteur, qui sont remis à neuf, quoi. Donc parfois repeints, etc. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui. Après, Arcade, ils tâtonnent encore aussi, hein. C'était vraiment pour eux aussi leur première expérimentation. Donc c'est des choses qui sont en construction. Et au-delà de l'aspect technique et coût, on a aussi une question juridique et marché public, puisqu'aujourd'hui on travaille via l'UGAP, mais que les marchés prévoient pas du tout ce type d'offre derrière les centrales d'achat. Elles n'ont pas d'offre de reconditionnement. Donc c'est vrai que voilà, c'est pour ça qu'on est limité aujourd'hui sur des petits stocks, 20 ou 28, mais derrière, ça appellera sûrement une évolution aussi des règles concernant la commande publique sur cet aspect-là, puisque là, c'est des choses voilà, qui sont délicates sur cet aspect. Merci beaucoup. Il y a encore d'autres questions, mais on les prendra en fin de webinaire, du coup. Et je vous propose de passer au retour d'expérience de Sophie Pellet, de la commune de Mérignac. Bonjour, donc je vais vous présenter le service de location vélo longue durée qu'on a mis en place à Mérignac au sein du service transition écologique. Donc les objectifs de ce service étaient principalement de faire du report modal, hein, donc de favoriser l'usage du vélo dans la commune et de faire tester aux Mérignacais le vélo assistance électrique avant achat, puisque notre flotte ne se compose que de vélos à assistance électrique. Le contexte, c'est qu'on est quand même dans une métropole, donc on est inscrit dans la métropole de Bordeaux qui offre déjà des services de location de vélos en libre service et de location longue durée. Donc nous, on intervient en complément à cette offre qui existe déjà.
Et on a lancé une première expérimentation pendant la période du Covid avec des prêts gratuits de vélos électriques. Et suite à la réussite de l'expérimentation, on a lancé le service en avril 2022. Et bien évidemment, le projet s'inscrit dans une démarche beaucoup plus large avec une volonté de mettre des aménagements cyclables sur Mérignac. Il y a une maison du vélo et il y a aussi des aides à l'achat de vélos. Le service s'organise un peu différemment qu'à Niort et c'est normal puisqu'on est commune. Donc, on est passé par un marché de location, donc on ne passe pas par une DSP. Donc, on a un prestataire de location qui est l'association Léon à vélo, qui est notre association historique de promotion du vélo sur le territoire. Donc, Léon à vélo va gérer la flotte, les réservations, les états des lieux de départ, la remise, le contact client. On a Flexi Vélo, qui est une entreprise qui est notre réparateur de vélos. Et on a un sous-traitant, Léon à vélo sous-traite le logiciel de location, le logiciel de gestion de vélo à Logvélo. Ce sont des Flexi Vélo et Logvélo sont des nouveaux prestataires avec lesquels on travaille depuis 1 mois. Léon à vélo, on travaille avec eux depuis le début. En interne, ce service nécessite quand même 2 agents de la ville en interne. Alors, c'est pas 2 ETP pleins, mais on est 2 dessus pour le suivi de la location et gérer les différents prestataires et essuyer les plâtres du lancement de la location vélo qui n'a pas été sans difficulté. Et on a des agents en support pour le paiement des prestations et la réception des recettes, puisqu'on ne peut pas les déléguer à nos prestataires. On a des supports numériques pour ce travail-là. Donc, on a une plateforme de réservation et bien évidemment le site internet de la ville qui va relayer toutes les informations aux habitants. Et on a un lieu qui est très important puisqu'en fait, c'est cet endroit-là qui va permettre de réunir à la fois les départs de location, les réparations, mais aussi la promotion du vélo puisque Léon à vélo occupe ce lieu pour ses vélos-écoles et ses autres activités en lien avec le vélo. Donc, le fonctionnement, c'est un service qui est réservé aux Mérignacais majeurs et on propose donc 3 durées de location, 3 mois pour les vélos cargo, 6 ou 12 mois pour les vélos assistance électrique. Donc ça, c'est des durées et on a aussi des nouveaux tarifs qui ont lieu qui sont en place depuis 1 mois. Donc avant, c'était un peu différent. Les tarifs, donc c'est 25 € par mois pour les VAE, 35 € pour les VCAE et on a en demi-tarif comme à Niort pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Et en plus, on a déployé une petite démarche précarité mobile. Donc, on a une dizaine de vélos qu'on prête gratuitement à des personnes en difficulté qui sont envoyées par le CCAS. Donc, des gens, par exemple, qui ont récemment divorcé, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur voiture, qui sont en difficulté pour aller au travail. Donc, des gens qui sont vraiment en grande difficulté. Là, on va leur prêter gratuitement des vélos. On réserve exprès pour eux. Et pour la tarification, on n'a pas d'augmentation de tarif dégressif. On est toujours sur 25 € par mois en continu. Sur la flotte de vélos, donc on a à peu près 180 VAE, donc c'est des arcades aussi, mais Vitality. Alors, j'ai calculé là le chiffre de 20 à 30 vélos pour 10 000 habitants. Donc, nous, on a 70 000 habitants à Mérignac, donc ça se cale bien sur les constats de Indigo. On a 7 vélos cargo, donc un triporteur de longue taille et 2 biporteurs. Et ces vélos sont accessoirisés, sacoche, panier, cadenas et bien évidemment le chargeur de la batterie. Et entre parenthèses, on a aussi 20 VAE qu'on avait acheté pour uniquement les déplacements professionnels des agents. Puisqu'il faut savoir aussi qu'on avait à cœur de sensibiliser les agents, puisque 50% des agents de la ville sont mérignacais. Donc, en fait, en sensibilisant les agents, on sensibilise aussi nos habitants. Sur le parcours habitant, je vais aller très vite parce que je répondrai plus aux questions. Donc, on a une communication auprès des habitants qui font une réservation sur la plateforme. On va ensuite valider leur dossier si les critères correspondent, puisqu'il faut qu'ils soient majeurs, qu'ils soient mérignacais, qu'ils n'aient pas loué déjà un vélo. Donc, c'est des conditions qu'on ne peut pas automatiser. Donc, on va aller vérifier à la main. On propose également une assurance avec un partenariat qu'on a réalisé avec ASU 2000 qui est dans le centre-ville.
Et ensuite, on va passer à la contractualisation. Donc, la personne signe numériquement son contrat, met son empreinte bancaire. Et ensuite, il prend rendez-vous pour un départ du vélo à la maison du vélo, donc auprès de Léon à vélo. On fait un état des lieux de départ. Le vélo part. Les habitants ont droit à une révision semestrielle pour les locations d'un an. Donc, de plus de 6 mois, ils ont droit à une révision gratuite. Et ensuite, on a le retour du vélo, l'état des lieux, où là, on va essayer au maximum de refacturer à l'habitant les dégâts imputables à son usage. Alors, contrairement à Niort, on a des usagers qui ne prennent pas soin malheureusement de nos vélos. Donc, on a énormément de dégâts, de dégradations, de pièces détachées à racheter, de pertes, de vols, voilà, c'est vraiment compliqué. Et ensuite, donc, le vélo part en révision obligatoire pour être conforme et il est remis en circulation après. Voilà, donc on arrive avec un bilan assez positif. Donc chaque année, on a environ 168 réservations. Les durées sont assez réparties. On a sur les 168 réservations, 60 en 12 mois, 60 en 6 mois et 46 sur 3 mois. Alors en 2024, les 3 mois étaient pour les VAE aussi, hein, donc ça c'est des durées pour tout confondu VCAE, VAE. On a 115 contrats en tarif plein et 50 en tarif réduit et on a eu 6 gratuités en précarité mobile et pour un total de à peu près 1000 km parcourus en moyenne pour une année de location. Donc, on avait lancé une enquête satisfaction en 2024, donc à la fin de chaque location. Donc, on a quand même une très grande réussite, même si le service est compliqué à mettre en place et compliqué aussi à gérer. Donc, ça, je vais en revenir tout à l'heure. Mais on a par contre une satisfaction usager très importante. Donc, on a 98% des usagers satisfaits ou très satisfaits. On a 60% qui aimeraient renouveler la location, mais on a arrêté, on a interdit les reconductions parce que on voulait vraiment que les habitants testent et achètent derrière leur vélo, puisqu'on a mis en place une aide à l'achat. Donc, on était vraiment dans cette démarche et on s'est en plus rendu compte l'année dernière que principalement les vélos qui étaient loués, c'était des gens qui avaient déjà eu la location. Donc, on voulait quand même ouvrir à de nouvelles personnes. 30% aimeraient acheter leur propre vélo, donc c'est assez positif. Les raisons du report modal, donc les plus gros arguments qui reviennent le plus souvent, c'est le vélo est plus rapide. Ça permet d'éviter les embouteillages. Le vélo est plus pratique, c'est plus facile de se garer. Et après, il y a un argument sur la santé et l'activité physique. L'argument environnemental vient bien après. Pourquoi louer son vélo? Donc les gens répondent sur d'abord ils voulaient tester avant achat, donc c'était le premier argument pour lequel ils sont venus à Mérignac tester un vélo, donc c'est assez positif puisque c'est exactement l'objectif de notre service. Des coûts très attractifs puisqu'on est en dessous des coûts pratiqués par la métropole. Troisième raison, le report modal. Donc, ils voulaient arrêter la voiture et ils souhaitaient, en dernier lieu, éviter l'achat d'un vélo. Donc, ça, on revient en arrière puisque ce n'est pas l'objectif du service de location. Et ensuite, pourquoi louer à la ville et pas à Bordeaux Métropole ou à un autre prestataire? C'est la proximité, puisqu'en fait, la maison du vélo est en centre-ville de Mérignac et donc plus proche des habitations que Bordeaux Métropole. Les tarifs compétitifs, la confiance et la préférence du service public. Donc ça fait plaisir parce que c'est pas souvent ce qu'on entend. Et la facilité de réservation, puisqu'en fait, les habitants se connectent sur la plateforme. On pensait que ça allait être compliqué pour eux, mais finalement, on a un service, on va dire, après-vente très renforcé, puisque Léon à vélo répond par mail et par téléphone pour toute problématique. Donc finalement, même s'il y a eu des bugs sur le logiciel, le service de Léon à vélo permet de compenser ça. Et donc, les habitants sont très satisfaits par cet accompagnement tout au long de leur location. Je présente là un budget arrondi 2024 de combien ça nous coûte et combien on gagne sur la location vélo. Donc, on a une gestion, donc c'est 25 000 € à peu près par an qu'on paye à Léon à vélo pour sa gestion et 20 000 € pour la réparation et l'achat de pièces détachées.
Donc, qu'on a commencé à acheter en avance. Donc, je marque stock de pièces détachées on achète en avance parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait parfois 6 mois de délai d'approvisionnement, ce qui immobilisait pendant 6 mois le vélo. Donc, c'était vraiment problématique. Donc là, pour le coup, on a décidé d'acheter en avance des pièces détachées, y compris des batteries, même si c'est compliqué de stocker de la batterie pendant très longtemps sans être utilisée. Donc on achète quand même pas mal de pièces détachées en avance. Donc pour un total d'environ 45 000 euros de dépenses de fonctionnement par an. Et en recettes, donc on n'est pas à l'équilibre. Les contrats sont à environ 25 000 euros par an. Et ensuite, on va refacturer les habitants quand ils ont perdu le vélo ou ils ont causé des dégradations qui leur sont imputables. Donc, on est à peu près sur 5 000 euros. Alors là, c'est dû au fait qu'on n'a pas de visibilité sur les retours, les coûts et les recettes qu'on perçoit auprès des habitants. Certains ne payent pas et on ne peut pas aller trop les chercher puisqu'on passait par le trésor public. Et donc, le fonctionnement était très complexe. Donc ça, je reviendrai s'il y a des questions sur ça, mais ça fonctionne que pour les communes. Hein. Ce n'est pas le cas sur les agglos qui sont en DSP. Mais donc, nous, on a eu des grosses difficultés pour aller chercher les sous après derrière. Et ensuite, j'ai les dépenses, bien évidemment, d'investissement. On est à peu près à 1 200 euros le vélo, 4 000 euros pour des vélos cargo. Alors là, on est sur des vélos de très bonne qualité, puisqu'en fait, on allait chercher des vélos cargo chez 12 cycles, parce que beaucoup de gens arrêtent le vélo parce qu'ils se sont sentis en insécurité sur un vélo cargo qui est parfois instable, lourd. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que c'est parce que ces vélos étaient parfois de mauvaise qualité. Donc, on est allé chercher du haut de gamme sur le vélo cargo pour rassurer les gens qui auraient pu avoir eu peur avant ou pour justement inciter les gens sur un nouvel achat. Et on a eu aussi 2 000 euros d'investissement sur une armoire de stockage batterie qui est important quand même pour la sécurité incendie de la maison du vélo. Les enjeux rencontrés sur ce service sont multiples. Donc là, je vais aller très vite et je répondrai juste aux questions sur ces sujets-là. Mais donc, on n'a pas le droit. Donc ça, c'est l'une des plus grosses problématiques, c'est qu'on n'a pas le droit de déléguer la gestion des recettes à un prestataire, puisque la ville de Mérignac n'est pas autorité organisatrice de la mobilité. Donc, on a créé un montage assez complexe où le prestataire n'a pas le droit de toucher à la recette, gère tout le service, mais c'est nous qui gérons la facturation à l'habitant et la recette dans un premier temps. Et grâce au nouveau logiciel que nous avons mis en place en mars 2025, nous avons pu laisser la gestion de la facturation au logiciel, mais on garde quand même la gestion des recettes. Donc là, le manque de visibilité, donc là, c'est le trésor public qui initialement allait facturer les habitants et on n'avait pas la main et la vision sur quand est-ce qu'ils avaient demandé aux habitants à payer, combien ils avaient demandé, si les gens avaient payé. Et en plus, nos recettes allaient on n'a pas de budget annexe pour la mobilité, les recettes allaient dans le budget général de la mairie, donc on n'avait pas trop de visibilité sur ça. Donc aller après chercher les gens sur les relances et les mises en demeure sur le remboursement était très compliqué. On a une multiplicité d'acteurs ici, puisqu'en fait, on doit gérer le réparateur, le gestionnaire de la location, et quand ça marche pas bien entre eux, ça devient très compliqué. Donc voilà, on a dû gérer ça. On a aussi eu des complications sur la rigidité d'un logiciel, puisque le logiciel fait un peu tout. Hein. On a construit quasiment le service de location en fonction de la configuration du logiciel. Et donc, finalement, on se retrouve avec un logiciel parfois qui ne permet pas certaines choses, comme par exemple interdire la reconduction des locations. Donc ça, on ne peut pas le faire. Les logiciels, par exemple, ne peuvent pas parfois interdire que des non-mérignacais utilisent le service. Donc ça, c'est un humain qui doit aller contrôler derrière et supprimer ces contrats-là. Ensuite, l'un des enjeux, bien évidemment, est le coût d'investissement important pour lancer un tel service. Sur la réparation, les 2 difficultés qu'on a rencontrées, c'est une durée de vie des vélos assez faible. Donc, on est sur 3 ans de durée de vie des vélos. C'est la durée de vie d'un service de location privé, hein, mais c'est quand même des vélos de bonne qualité qu'on prête aux habitants et on pensait qu'ils allaient durer plus longtemps.
puisqu'en plus, il y a des révisions semestrielles, un atelier d'autoréparation, etc. Et ça n'a pas été suffisant. Donc, on est sur des vélos qui reviennent de location très abîmés. Et on a en plus le deuxième problème qui est une immobilisation longue du fait des pièces détachées qui viennent de loin. Et enfin, on a la gestion des usagers qui peut être complexe parfois, puisque nos habitants voient vraiment le service de location en tant que client. Ils ont vraiment une relation de clientèle avec nous et ils ne comprennent pas que c'est un service public avec quand même des spécificités. Et donc ça a été compliqué à faire comprendre. Et on a le deuxième souci de ce service, c'est la rotation ralentie, on avait autorisé, enfin on avait toléré les reconductions puisque le logiciel ne nous permettait pas de les interdire. Cette année, on a décidé vraiment d'être vigilant là-dessus et on a interdit le renouvellement des locations vélo. Donc normalement, la rotation devrait pouvoir se faire plus facilement. Voilà. Alors, sur la fin de vie des vélos, alors nous, on a développé une autre solution que le reconditionnement chez Arcade, mais que je trouve très intéressant. Donc, nous, on a la chance d'avoir une association Léon à vélo qui a la REP pour les déchets de vélo. Donc, en fait, c'est assez intéressant de travailler avec eux sur ça. Donc, la fin de vie des vélos est quand même retardée le plus possible. Donc, d'abord, on est sur une maintenance vraiment renforcée de ces vélos avec une révision semestrielle, une révision en fin de location, des réparations à la demande et des commandes de pièces détachées en avance. Donc, on essaye vraiment au mieux de les réparer le plus possible. Ensuite, sur les vélos en fin de course, on va les mettre progressivement, quand on voit qu'ils sont de plus en plus abîmés, en vélo de courtoisie pour les vélos immobilisés en cours de location. Ensuite, on les met en précarité mobile, puisque ce sont des prêts gratuits. Et ensuite, on va les céder, donc quand ils sont vraiment abîmés, on va les céder à Léon à vélo pour qu'ils les utilisent lors de leurs ateliers d'autoréparation. Et ensuite, on a le vélo vraiment abîmé ou le vélo qui a un élément très cassé comme la fourche, par exemple, qu'on peut pas aller remplacer ou réparer. À ce moment-là, en fait, on va désosser le vélo, en fait, récupérer ses pièces détachées. Ensuite, on a la REP qui va permettre le recyclage à 100% des pièces. Et Léon à vélo propose en dernière ligne des ateliers de création de bijoux ou de décoration de Noël avec des petites pièces de vélo de temps en temps dans l'année. Voilà, donc le vélo est utilisé jusqu'au bout. Super, merci beaucoup pour cette présentation très, très riche, très détaillée. Donc, je vais prendre les questions qui étaient relatives à la présentation. Donc, effectivement, il y avait François qui demandait plus d'informations sur ce côté encaissement, paiement, etc. Et puis le lien avec le trésor public, la gestion des recettes. Donc, je ne sais pas si ça a été partiellement répondu avec ce que vous nous disiez à cette étape-là. Oui, alors en fait, c'est vraiment hyper spécifique parce que c'est une mairie. Alors là, François, je crois que vous êtes en agglo, non? Je vois Bilomco. Parce que Oui, c'est je crois. vraiment spécifique à notre commune, à notre collectivité, en fait, hein. Comme. Ouais, voilà. Parce que vous êtes normalement autorité organisatrice de la mobilité, donc en fait, vous pouvez déléguer la gestion des recettes et je vous conseille de la déléguer, s'il vous plaît, pour vous. Parce que, donc nous, très rapidement, le schéma, c'est qu'en fait, on recevait donc les informations de contrat de location. Donc ma collègue faisait un tableau de facturation pour référencer toutes les données habitants, du contrat, les durées de contrat, etc. Donc c'était vraiment un travail fastidieux, pas automatisé. Donc on rentre toutes les données, on collecte aussi toutes les pièces administratives en lien, justificatif de domicile, etc. On fait une décision du maire qui autorise la facturation et ensuite on envoyait ça sur notre logiciel de facturation qui l'envoyait au Trésor public, qui ensuite allait chercher les sous auprès des habitants par courrier postal. Et, ensuite, et ça doublé s'il y a une réparation imputable à l'habitant, hein. Et ensuite, l'habitant était fait. Alors en plus, on a eu des problématiques parce que avec la dématérialisation des impôts, certaines personnes étaient facturées sur leurs impôts sans qu'ils le sachent. Donc on a eu des cas, des difficultés.
Et après, la recette était réceptionnée par le Trésor public dans le budget de la ville. Donc ça se passait comme ça, très schématiquement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, notre logiciel notre logiciel de location permet ces factures. Donc en fait, il facture directement par empreinte bancaire. Il va chercher les sous sur le compte en banque de la personne. Donc ça, on n'a plus à le gérer. Par contre, on a créé une régie de recettes pour réceptionner spécifiquement les recettes du service de location vélo. Et donc, on a une collègue qui doit aller chercher les montants en fait de facturation sur le logiciel pour vérifier que les recettes qu'elle reçoit correspondent. Et le lien entre le budget de la ville, la régie de recettes et le logiciel de location vélo, c'est le PZEN, qui est un compte qui permet justement de faire passer cet argent. Voilà. Super, merci beaucoup. Gwendal, je vois que vous leviez la main. Je ne sais pas si c'était en réponse à ces éléments. Ouais. Ouais, effectivement, c'était par rapport à la partie recette. Bravo d'avoir tenu le coup parce que ça va être hyper complexe. Non, moi j'ai en tête des territoires avec lesquels on a travaillé qui n'étaient pas autorités orientrices de mobilité. Par exemple, ça pouvait être des syndicats mixtes qui représentaient les intérêts de plusieurs comités de communes, mais qui n'avaient pas la compétence mobilité. Et eux, ils arrivaient à fonctionner avec leurs prestataires sous forme de mandat de recette. Alors, c'est pas de la régie de recette, c'est un mandat de recette. Et donc, le prestataire, l'exploitant du service, collectait les recettes pour le compte de la collectivité et les reversait sous forme de mandat. Et lui, il arrivait à s'en sortir comme ça. Donc, c'était pas une Comcom, c'était pas une aglo, ils n'étaient pas AOM. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que ça marchait. Voilà. Oui, après, tout dépend des montages, effectivement, des collectivités, puisque nous, on est mutualisé en partie avec Bordeaux Métropole et les mandats n'étaient pas envisageables. Donc, effectivement, chaque territoire est différent. Ouais. Après, derrière, effectivement, pour les petites histoires, la trésorerie publique locale est plus ou moins. Enfin, en fonction des territoires, il y a des disparités dans l'interprétation des trésoreries publiques. Notamment la gestion des cautions, par exemple, c'est des choses qui sont parfois inentendables par la trésorerie publique. Euh, et donc, il faut mieux fonctionner avec les mandats de prélèvement CEPA, des prêts d'autorisation, pour gérer les pénalités de nos restitutions plutôt que de fonctionner avec des cautions. J'avais des petites questions, je sais pas si je peux les glisser maintenant ou c'est un abus de. J'attends mon tour. Alors, je J'attends vais mon les tour. reprendre dans l'ordre. Ça Allez, me ça dérange marche. pas. Donc, merci beaucoup. Il y a une question pour le coup de Laurent qui, je pense, était bien en lien avec la présentation de Sophie. C'était pourquoi avoir sélectionné des arcades Vitality et pas des e-cadrans beaucoup plus fiables? Alors, les vélos ont été sélectionnés avant que j'arrive. Je pense que c'est un choix entre la technique et le prix qui a été fait, tout simplement. Après, Merci nos beaucoup. vélos sont vraiment qualitatifs, c'est-à-dire qu'ils sont plus qualitatifs que les vélos en libre service qu'on retrouve ou en location à Bordeaux Métropole. Donc, ils sont quand même assez qualitatifs, mais peut-être qu'ils sont, oui, les e-cadrans, peut-être, e-cardans, pardon, ont besoin d'être moins réparés, je sais pas. Merci beaucoup. Alors, je vois effectivement que François, en réponse à ce que vous disiez, Gwendal, est preneur de mandats de recettes, donc des bases juridiques, des exemples, etc. Si jamais on peut lui en fournir, vous en fournir au global dans on va dire, le compte rendu de ce webinaire. Je remonte les questions. Il y avait une question qui, je pense, était plus pour Antoine. Quel est le niveau de réussite en secteur rural? Alors, plutôt bon, plus mitigé forcément. Enfin, comment dire, plus mitigé qu'en zone urbaine, mais aussi parce qu'en termes de volume, on a plus de potentiel. Il y a plus de monde qui habite à Niort et sur les communes de la première couronne. Par contre, on a quand même un assez bon retour. On suit régulièrement le tableau des utilisations et on a eu au moins un essai par commune, avec notamment dans les communes d'équilibre que j'évoquais au début de ma présentation, qui sont les communes, des communes
rurales, mais qui regroupent une offre commerciale ou de services qui font qu'elles sont un peu le centre de leur bassin de vie et rayonnent sur des communes alentours. Là, on a plutôt un bon retour et des utilisations qui sont intéressantes, qui équivalent pas celles qu'il y a à Niort, mais qui sont quand même intéressantes. Et puis, ça dépend aussi de la proximité éventuelle avec des zones d'emploi. On a des zones d'emploi qui sont décentralisées sur le territoire, hein, qui sont pas forcément sur le cœur niortais. Et on peut avoir un petit peu plus d'usage quand effectivement on a une entreprise qui est pas loin à côté. Mais on essaye de développer davantage et on a beaucoup de demandes sur le libre service. Enfin, on a des demandes sur le libre service en zone rurale et ça, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel on essaye de pas trop aller parce que c'est difficile pour nous. On essaye vraiment de répondre et de mettre les offres en fonction des besoins et de la réalité économique et de gestion derrière. La livraison des vélos, déjà, ça paraît pas comme ça. C'est quand même un sacré enjeu, notamment aussi pour quand il y a des problèmes de réparation. Il faut aller les chercher. C'est beaucoup moins prévisible que lorsqu'on les emmène. C'est déjà un enjeu et c'est vers ça qu'on se développe pour le moment. Merci beaucoup. Je vais prendre 2-3 petites minutes pour vous donner les prochains rendez-vous et ensuite, je verrai s'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, vous avez normalement à votre écran, si tout va bien oui, Antoine, ah non, c'est Oui, une erreur. si, Ah pardon, si, je voulais juste te dire, je oui, savais pas si c'était pour moi ou pas tout à l'heure, mais les recettes que moi je présentais étaient hors taxe. OK. Oui, oui, effectivement, je Voilà. crois que c'était pour vous. OK, merci. Donc effectivement sur, la fin avril, la prochaine échéance, ça concerne le Grand Est, donc avec une classe présentielle à Vendôme-les-Nancy. Sur le mois de mai, vous aurez, une classe présentielle à Avignon, donc il reste encore quelques places et les inscriptions sont encore ouvertes, donc vous pouvez vous inscrire si jamais, vous souhaitez, y participer et le même jour, donc le 13 mai, il y a aussi une classe virtuelle, donc en partenariat avec l'ADMA. Là aussi, il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. On aura un webinaire le 15 mai en partenariat notamment avec le CEREMA sur comment agir pour le vélo en contexte budgétaire contraint, donc un sujet qui est très d'actualité. Et le 27 mai, nous aurons donc une classe présentielle à Lille dans les Hauts-de-France. Là aussi, n'hésitez pas si vous aviez manqué l'info et que vous êtes intéressé à vous inscrire. Sur le mois de juin, nous aurons le 3 juin une classe présentielle en Bretagne à Vannes. Là, c'est pareil, les inscriptions sont ouvertes, il reste encore des places, donc vous pouvez vous y inscrire sur la plateforme formation.adem.fr. Le 5 juin, il y aura une rencontre à vélo à Angers, donc ce sera la dernière avant les vacances d'été. Si vous êtes dans le coin de Angers et que vous n'avez pas encore assisté à une rencontre, n'hésitez pas. Il y aura une classe virtuelle aussi le 19 juin. Et puis pour le webinaire de juin, ce sera sur les employeurs. On vous reparlera plus précisément de la date et puis du lien d'inscription qui ne sont pas encore en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour nos intervenants ou pour nous-mêmes. Vous avez également un questionnaire de satisfaction qui est dans le chat ou bien que vous avez à l'écran. Voilà, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et puis, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je remercie tous nos intervenants pour la qualité de leur présentation. Merci. Au revoir. Merci. revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.